Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous voir nombreux dans cette salle, mais également avec d'autres membres de cette assemblée qui sont connectés en visioconférence. Donc je salue les conseillers départementaux présents, au premier rang desquels la vice-présidente en charge de la culture, chère Christine, à qui je transmettrai le flambeau pour la suite de l'opération, les maires et élus municipaux, les nombreux agents des bibliothèques, du service départemental, d'autres départements aussi qui participent à cette réunion. Et puis je veux évidemment saluer Madame la sénatrice d'Ille-et-Vilaine, Sylvie Robert, qui est à nos côtés en visioconférence et à laquelle je céderai le plus rapidement possible la parole, puisqu'elle a été rapporteure très impliquée sur la loi de 2021 qui sert de socle au travail actuel, et que je la remercie très sincèrement du temps qu'elle veut bien nous accorder cet après-midi ici en Aveyron. Je salue également Monsieur Lionel Dujol, bibliothécaire, formateur, maître de conférences associé Média Rhône-Alpes, Université Grenoble-Rhône-Alpes, qui prendra la parole en suivant. Merci Monsieur d'être là. Et je veux vous dire en quelques mots toute l'importance que nous attachons dans le département de l'Aveyron, alors à la culture dans son ensemble, à telle enseigne que, considérant que parfois les élus sont un peu éloignés des sujets culturels et qu'il faut que les assemblées s'emparent pleinement de l'importance de la culture et de l'action culturelle des collectivités pour leurs concitoyens, nous avons fait le choix en 2021, après le renouvellement des instances départementales, d'une part de reprendre en régie directe départementale toute la politique culturelle du département. C'est un choix que nous avons conduit de manière délibérée, qui nous a amené tout le long de l'année 2021-22 à repenser la totalité de notre organisation, mais aussi les programmes d'intervention, et à nous rapprocher, je crois pouvoir le dire aujourd'hui, Christine, de tous les acteurs culturels du département, avec lesquels évidemment nous voulons construire en partenariat l'ensemble de l'offre que nous portons aux Aveyronnais. Et au sein de ce grand champ culturel, nous accordons une place tout à fait singulière aux livres et à la lecture. Le département de l'Aveyron a la chance d'être encore aujourd'hui fort d'un réseau de bibliothèques de presque 180 points de lecture sur un territoire extrêmement vaste, ce qui signifie qu'il y a des bibliothèques partout, et y compris dans les communes de plus petite taille, et nous en sommes très heureux. Le département de l'Aveyron a aussi une histoire en la matière. Il a eu un bibliobus qui était une marque de fabrique de l'Aveyron et qui permettait que le livre se déplace pour aller au plus près des Aveyronnais. Et il est évidemment, dans le cadre de cette loi, mais aussi par volonté politique forte, en train de réécrire une page de cette grande histoire culturelle, en faisant en sorte qu'en partenariat avec les territoires, avec leurs émanations, qu'elles soient publiques, associatives ou parfois un peu hybrides, nous puissions redonner à la lecture tout son faste et y attirer des publics qui malheureusement en sont parfois de plus en plus éloignés. Et je veux citer un qui nous tient particulièrement à cœur, qui est celui des jeunes, auxquels il faut évidemment de plus en plus et de plus en plus assidûment donner l'envie de se plonger dans les livres. Ce travail, il nous permet d'ouvrir aujourd'hui symboliquement une grande phase de concertation, parce que dans ce nouvel élan que nous recherchons, nous voulons évidemment faire feu de tout bois et prendre toutes les bonnes idées que les uns et les autres peuvent avoir, et évidemment se nourrir aussi des initiatives qui sont prises localement. Moi j'en vois au détour de mes déplacements qui sont particulièrement porteuses d'espoir, et qui soulignent à quel point, lorsque l'on met du personnel, de l'énergie, des moyens, de l'innovation, de la modernité dans l'approche que l'on a par rapport à la lecture, et bien on attire tout simplement du public qui s'en était éloigné ou qui trouve un regain d'intérêt à venir dans des lieux qui sont animés avec une réelle stratégie.
On veut associer aussi tous les partenaires institutionnels, à commencer par la DRAC, que j'excuse, qui nous a fait part de son impossibilité d'être présente cet après-midi, mais aussi les parlementaires. Alors Madame la sénatrice, les deux sénateurs aveyronnais nous ont fait part de leurs regrets et sont retenus au Sénat, mais sont évidemment là, surtout Jean-Claude Anglars qui est également élu départemental, et puis l'ensemble des élus sous l'égide de l'association départementale des maires, dont le président nous a également fait part de son indisponibilité cet après-midi. Ce que je vous propose, c'est que sans plus attendre, on puisse écouter Madame la sénatrice, et puis se lancer autour de Monsieur Dujol un défi qui est celui d'imaginer la feuille de route dont on peut se doter pour les années à venir. Et encore une fois, je vous le dis, on fait appel à bonne volonté, appel à bonnes idées, parce que nous n'avons pas une recette préécrite. Nous voulons au contraire faire en sorte de définir ensemble les meilleurs moyens d'atteindre ces objectifs. Et surtout d'aller au plus près de tous les habitants, fussent-ils éloignés physiquement et géographiquement des centres névralgiques d'un grand département comme le nôtre, ou fussent-ils éloignés peut-être culturellement de l'acte de lecture. Moi je suis très très soucieux de cela, et je crois que ce que le département, pour ne parler en un mot que de lui, a de meilleur à apporter, c'est une très grande transversalité dans ses politiques, et la mobilisation de tous ces services, pas du seul service culturel, mais de tous ces services à travers lesquels, je pense, nous avons la capacité à sensibiliser, à toucher un public le plus large possible. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette introduction que je limite volontairement pour que notre invitée d'honneur de cet après-midi, Madame la sénatrice, dispose de tout le temps qu'elle veut bien mettre à notre service. Merci encore. Merci beaucoup. Alors d'abord, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Oui, on vous entend très bien. Voilà. Bon, écoutez, tout d'abord, je voudrais vraiment vous remercier, Monsieur le Président, de m'avoir invité à présenter ma loi, en tout cas à gros traits, l'esprit de cette loi, parce que voilà, pour moi, c'est toujours extrêmement important de pouvoir avoir à la fois un échange avec les professionnels de la lecture publique et bien sûr les élus, parce que cette loi, elle s'adresse bien sûr aussi aux élus, mais voilà, c'est aussi pour moi l'occasion je dirais, de voyager, parce que bon, je suis pas à vos côtés dans l'Aveyron, mais la semaine dernière, j'étais dans les Yvelines. La semaine prochaine, je suis en Meurthe-et-Moselle. Vous voyez que voilà, il y a beaucoup de collectivités qui demandent à ce que je vienne présenter cette loi et avoir un échange avec les professionnels et les élus, ce qui est en tout cas pour moi vraiment à la fois une satisfaction et vraiment en tout cas une belle promesse qu'elle puisse vraiment continuer à vivre. Alors je salue bien sûr les élus qui sont présents et vous toutes et tous. J'ai bien compris que j'avais à peu près une demi-heure et qu'il y avait des questions, et donc je serai à votre disposition bien sûr pour y répondre. D'abord, j'ai beaucoup apprécié l'introduction par le président qui parle de culture, de sa nécessité et de faire en sorte que la question du service public de la culture soit aussi un engagement très fort des collectivités. Et en matière de lecture publique, forcément, ça résonne et ça a un écho tout à fait particulier parce que principalement, ma loi aurait pu toucher plusieurs autres bibliothèques, par exemple les bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais je me suis contentée entre guillemets de rédiger cette loi qui relève uniquement des collectivités territoriales. Donc c'est un périmètre extrêmement précis, mais en tout cas c'était important de le préciser. Alors c'est vrai que il y avait
je le dis toujours, il y a eu une loi sur les archives, il y a eu une loi sur les musées, mais il n'y avait jamais eu de loi sur les bibliothèques et il y avait en tout cas très peu d'articles dans le Code du patrimoine qui précisaient les choses et du coup, forcément, les articles de ma loi qui n'est pas très longue, vous l'avez vu, mais dont je disais la semaine dernière à des élus dont tous les mots sont extrêmement précis et ont été pesés. Tous ces articles à la fois modifient le code du patrimoine, vous l'avez vu, mais aussi le code général des collectivités territoriales. Et puis, il y en a un qui modifie le code général de la propriété des personnes publiques. Mais globalement, voilà, cette loi a pour objectif, enfin, de consacrer dans le droit positif les bibliothèques publiques territoriales. Et c'est très important parce que c'était pour moi, en tout cas, l'opportunité de pouvoir à la fois les sécuriser, mais aussi de protéger les professionnels qui les font vivre. Je dis les professionnels, je sais qu'il y a bien d'autres personnes qui, à un moment, interviennent dans les bibliothèques aux côtés des professionnels, mais voilà, de façon générique, en tout cas, toutes elles, c'est ceux qui font vivre ces bibliothèques. Donc c'était important pour moi à la fois de sécuriser, de protéger et enfin de reconnaître que eh bien cet équipement culturel est effectivement le premier équipement culturel de France puisque avec les points lecture, aujourd'hui, on dénombre environ 16 000 bibliothèques et points lecture sur notre territoire, ce qui est absolument incroyable. Et je peux vous dire que si ces équipements maillent en tout cas l'ensemble du territoire, sont un service public de proximité par excellence, hein, extrêmement important. Les citoyens, mais aussi les élus et les collectivités territoriales y sont très attachés. Donc ça n'était pas non plus pour rien que cette loi émane du Sénat, qui vous savez est la Chambre des collectivités territoriales, parce que forcément il y a un attachement et un profond des élus à cet équipement culturel. Alors j'ai eu de la chance et en même temps parce qu'il y a eu un alignement des planètes, on va dire, qui a fait que bien j'ai déposé cette proposition de loi et un an après, globalement en tout cas, cette proposition de loi est devenue une loi et a été promulguée. Le président l'a dit en décembre 2021. Je dirais c'était un alignement des planètes parce que le président de la République avait énoncé la lecture comme grande cause nationale, mais il y avait eu aussi un certain nombre de travaux et je dois vous dire que effectivement cette loi arrive pour moi au bout d'une histoire qui a commencé d'abord quand j'étais élue moi-même à Rennes, hein, puisque j'ai été élue plusieurs années à Rennes et en région Bretagne, où forcément j'ai travaillé sur la lecture publique, mais aussi à Rennes Métropole, sur une bibliothèque que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la Bibliothèque des Champs Libres, qui est ouverte le dimanche d'ailleurs, puisque au-delà de ça, très vite, j'ai eu un rapport en 2015 à faire sur l'extension et l'adaptation des horaires d'ouverture des bibliothèques. Et donc, ça m'a permis vraiment de commencer à travailler je dirais, sur le fond des questions de lecture publique. Donc, j'ai rendu ce rapport, j'ai fait un rapport d'évaluation aussi sur forcément ce qui a découlé de ce rapport, parce que vous le savez, les bibliothèques ont beaucoup de chance, elles bénéficient de ce qu'on appelle la DGD, vous connaissez ça par cœur, qui est très intéressant pour un équipement, vous savez, public, parce que les autres équipements culturels aimeraient bien bénéficier de cette dotation qui est finalement assez récurrente. Et à la faveur de mon rapport, il y a eu une fraction qui a été, en tout cas, permis pour pouvoir augmenter les horaires d'ouverture des bibliothèques territoriales. Et aujourd'hui, je dirais qu'à la fois la DGCL, à la fois le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur, hein, puisque cette dotation est nichée au ministère de l'Intérieur, sont extrêmement satisfaits à la fois de la consommation des crédits
ce qui veut dire qu'il y a dans notre pays des bibliothèques qui continuent d'ouvrir, de se rénover. Il y a des projets qui sont toujours déposés par les élus pour étendre les horaires d'ouverture ou en tout cas pour faire des extensions, des rénovations, ce qui atteste vraiment d'une dynamique extrêmement importante. Donc cette loi est arrivée au bout d'un cheminement de réflexion pour moi sur la lecture publique. Et c'est vrai que j'avais à cœur, je vous l'ai dit, à la fois de sécuriser, de protéger, de reconnaître, mais il y avait aussi trois raisons qui m'ont poussé à en tout cas déposer cette proposition de loi et permettre qu'il y ait une loi sur les bibliothèques territoriales à la lecture publique, alors que, et je m'adresse à des professionnels car je sais qu'il y en a à la fois donc en visio et dans la salle, la question faut-il une loi ou pas loi était toujours quand même une vraie question de débat entre les professionnels. Si j'ai pris cette décision de déposer cette proposition de loi, c'est parce qu'il était important vraiment devant le dynamisme, l'adaptation permanente des bibliothèques aux besoins à la fois des usagers, mais aux évolutions sociétales, aux évolutions sociales, à la créativité, je le dis aussi vraiment des personnels. Il était indispensable, je dirais de manière souple, on dit en tout cas, puisque voilà, c'est plutôt du droit souple, en tout cas de manière souple, de définir ce qu'était une bibliothèque du XXIe siècle, ainsi que la nature de ses missions. Et vous avez vu que les premiers articles définissent les bibliothèques, définissent les missions. J'y reviendrai à gros traits, mais vous connaissez l'ensemble des articles, mais j'en ferai un décryptage rapide sur certains articles. En tout cas, c'était important vraiment de définir enfin ce qu'est une bibliothèque du XXIe siècle et ses missions. Et puis, parce que j'avais aussi observé les années précédentes que les bibliothèques pouvaient être, en tout cas, si ce n'est fragiles, du moins, elles pouvaient être un peu en danger à la faveur, on va dire, de municipalités pouvant à un moment, en tout cas d'élus ou de maires, avoir une ingérence particulière dans les bibliothèques. Et vous voyez à quoi je fais allusion parce que j'étais à l'époque élue et lorsque certaines villes du sud de la France sont passées à l'époque au Front National, les maires et certains élus la première chose que ces élus ont faite, c'est de retirer des ouvrages, ou en tout cas d'avoir parfois des propos assez musclés avec les professionnels et les directrices et les directeurs des bibliothèques. Et ça, je trouvais ça absolument incroyable. Mais en même temps, le livre, vous voyez bien dans l'histoire, les bibliothèques, c'est une puissance symbolique et politique tellement forte que voilà, on a tous des souvenirs de la bibliothèque de Sarajevo, où on a tous des souvenirs forcément dans notre histoire qui concerne les livres et la liberté, en tout cas la connaissance que les livres peuvent revêtir. Donc c'était pour moi important qu'aussi dans cette loi, j'affirme un certain nombre de principes, et c'est pour ça que la question de la liberté d'accès, de la gratuité d'accès, mais également du principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions puisse en tout cas figurer dans ce texte. Et donc c'est vrai que ces trois principes fondamentaux sont maintenant en tout cas inscrits dans le marbre de la loi, et c'est vraiment important parce que j'ai encore observé il y a peu de temps qu'un élu avait souhaité faire payer l'entrée dans le bâtiment d'une bibliothèque, et ça c'est juste aujourd'hui impossible. Donc voilà, trois principes fondamentaux. Et puis enfin, dans les trois grands items, on va dire qui sont représentés dans cette loi, la question forcément des collectivités territoriales et des bibliothèques départementales, au premier rang desquelles les bibliothèques qui concernent les communes bien sûr, les intercommunalités, les EPCI, mais aussi les départements.
Et donc, la question après des schémas départementaux, et puis je dirais dans un des articles, vous avez vu de l'interdiction qui est maintenant donc là aussi précisée dans la loi de pouvoir fermer une bibliothèque départementale, comme ça a pu être fait, par exemple, dans le département des Yvelines. Donc, à la faveur de ces trois grands champs, on va dire, d'intervention dans cette loi, j'ai aussi voulu préciser, et c'était en tout cas important pour moi dans la reconnaissance qui était celle que je comptais, voilà, que je mettais à l'endroit des personnels, en tout cas de celles et ceux qui font vivre les bibliothèques, de pouvoir à un moment aussi parler des agents qui font vivre les bibliothèques. Et il y a un article, et je le dis tout le temps, qui a été rédigé de façon extrêmement précis, hein, c'est l'article 8, qui pose un principe forcément général de statut particulier des cadres d'emploi territoriaux qui relèvent de décrets, et où j'ai bien précisé le terme de qualification qui implique une reconnaissance, en tout cas par diplôme ou concours, de ce qui n'aurait pas été possible si j'avais inscrit le terme de compétence, vous le savez. Mais je voulais vous dire que, en tout cas, la précision de ces termes est très, en tout cas, extrêmement importante dans la rédaction de ce texte. Donc, cette proposition de loi est passée au Sénat. Elle a été votée à l'unanimité du Sénat, vous l'avez vraisemblablement vu, et elle est passée à l'Assemblée nationale. Elle a été enrichie à l'Assemblée nationale. Il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont été ajoutées, qui viennent enrichir le texte. Et donc, il y a eu vraiment, en tout cas, dans la navette parlementaire, je dirais, eh bien, un enrichissement des deux chambres. Et du coup, elle a été également votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale, donc à la fin du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, et elle a été promulguée donc fin 2021. Alors, très rapidement, je regarde l'heure, mais je voulais simplement vous dire à partir de certains articles, parce que comme toute loi, il va y avoir forcément des interprétations, il va y avoir peut-être des jurisprudences qui vont apparaître à la suite de recours, hein, relatifs peut-être à sa non-application. Donc c'est une loi, comme toute loi, qui va vivre, qui va forcément évoluer, mais c'était important aussi de vous dire que c'est une loi principalement une loi d'incitation et non d'obligation. J'avais à cœur à la fois de faire en sorte que ce soit une loi qui incite vraiment les élus à mettre au cœur de leur politique publique culturelle, dans leur projet territorial culturel, la question de la lecture publique. Donc c'est une loi qui incite, c'est pas une loi qui oblige, vous verrez peu d'obligations, mais en tout cas c'est aussi pour moi un prétexte, cette loi, et j'encourage à la fois les professionnels mais aussi les directeurs de la culture. J'ai eu un débat la semaine dernière, il y avait 200 personnes dans la salle, où ça a été extrêmement intéressant de voir que c'est un prétexte d'une discussion et d'un échange entre les élus, entre les professionnels, mais aussi lorsqu'il y a des directrices et des directeurs de la culture, dans cette triangulation de pouvoir travailler, réfléchir, interroger ce qu'est une politique documentaire, par exemple, ce qu'est un schéma départemental de lecture publique. En tout cas, il faut se saisir de ce texte pour permettre à ce qu'il y ait des échanges, parce qu'il y a un moment, un article qui propose de présenter, hein, vous l'avez vu, les orientations générales de la politique documentaire à l'organe délibérant. Ça, c'est très important parce que présenter, ça permet en tout cas là aussi d'être le prétexte à des discussions, des échanges. Et je sais qu'il y a un certain nombre de professionnels qui ont déjà en tout cas fait l'exercice, et c'est toujours enrichissant parce que forcément il y a des questions, il y a des interrogations. Qu'est-ce qu'une politique documentaire ?
Et donc, ça permet en tout cas de pouvoir expliquer aux élus comment se monte, comment se crée, comment se constitue une politique documentaire. Et vous avez vu que mon article renvoie bien évidemment l'élaboration de la politique documentaire aux professionnels. Je dis bien aux professionnels et pas aux élus. Mais ça aussi, c'est important puisque ce sont les professionnels qui constituent cette politique documentaire. Donc, comme je le dis toujours, c'est vraiment une loi qui vraiment est un prétexte à un échange et je trouve qu'en tout cas, c'est extrêmement important. D'autre part, vous avez vu dans les premiers articles qu'on définit cette bibliothèque du XXIe siècle, ses missions, et puis on parle de collection à un moment et on parle d'objets. Et là aussi, c'était important de pouvoir introduire la notion d'objet, qui est finalement une ouverture, puisque la notion d'objet intègre des œuvres d'art, des instruments de musique, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, et au-delà forcément des ouvrages, ça peut intégrer des jouets, ça peut intégrer, enfin voilà, des objets. Donc c'était important de montrer aujourd'hui aussi que les collections du XXIe siècle, très contemporaines, intègrent autre chose que ce qui constituait finalement, il y a plusieurs années, dans l'imaginaire collectif, les collections, c'est-à-dire forcément d'abord les ouvrages et puis après les CD, les DVD, etc. Donc ça, c'était aussi intéressant d'aller au-delà. Et vous avez vu qu'on y parle vraiment d'objets. Après, sur les différents services, je ne vais pas y revenir parce que là aussi, tous les objectifs qui d'ailleurs ont été, comme je le disais, enrichis à l'Assemblée nationale sur la question de la promotion du patrimoine linguistique, sur les droits culturels, enfin voilà, tout ça est là aussi extrêmement précisé et puis du coup plutôt développé. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, sur les grands, je dirais dans les grands principes, la question du libre accès est aussi extrêmement important parce que c'est vraiment l'inconditionnalité du libre accès à une bibliothèque cet accès ne doit pas être conditionné à l'inscription ni au lieu d'habitation, par exemple. Vous savez que il y avait il s'est passé, mais peut-être d'abord ce sera plus possible, mais en tout cas il était parfois envisagé que si vous n'habitiez pas dans la commune où se situe la bibliothèque, eh bien il y avait un tarif pour y rentrer parce que vous n'habitiez pas dans la commune, mais la commune qui jouxte celle où il y a la bibliothèque. Donc ça c'est absolument plus possible. Donc cette notion de libre accès, elle est intéressante pour ça, mais elle n'est pas bien sûr liée aux gratuité et liberté d'accès, ça ne concerne pas les services puisque la libre administration des collectivités territoriales, bien sûr, ne me permet pas d'aller sur les politiques et heureusement des collectivités territoriales. Donc c'est à elles de décider si il y a gratuité ou pas des services. Et vous voyez qu'aujourd'hui, en plus, on pourra peut-être avoir cet échange entre nous. Il y a un mouvement qui fait, et je pense que la loi a contribué à ça. Bien sûr, la pandémie et toute la période post-pandémie là que nous avons vécue et que nous continuons à vivre, où on essaie de voir si le public revient, enfin s'il y a de nouveau, du public dans les bibliothèques, tout ça, je pense, justifie aussi que beaucoup de collectivités aujourd'hui sont en train d'appliquer la gratuité. Mais en tout cas, je pense que ce texte aussi si ce n'est encourage, du moins là aussi permet qu'il y ait une réflexion sur finalement est-ce qu'on peut mettre une bibliothèque gratuite ou pas, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui le justifie et comment en tout cas ça se travaille. Donc la question de la politique documentaire et du pluralisme des collections, j'en ai parlé, ça c'était pour moi
extrêmement important. Donc voilà, c'est maintenant gravé dans le marbre de la loi, tout comme la question de la qualification des agents. Et puis, bien sûr, sur les bibliothèques départementales, eh bien, l'ensemble des missions que vous connaissez bien des bibliothèques départementales à l'échelle d'un département, sur la mise en réseau, sur le renforcement de la couverture territoriale des bibliothèques, sur l'accès de tous, etc. Ça aussi, c'était important, en tout cas, de faire mention je dirais, de l'importance des bibliothèques départementales dans l'accompagnement, le rôle d'accompagnement et d'expertise qu'elles peuvent avoir au niveau des bibliothèques communales, et puis bien sûr la notion de réseau et de schéma derrière départemental qui en résulte. Donc, la même chose se fait pour les EPCI, donc à l'échelle intercommunale. On parle de schéma intercommunal de lecture publique quand c'est possible, bien sûr. Et puis à la fin, il y a eu un petit débat d'ailleurs, parce qu'au début, c'était pas la rédaction de ma loi, en tout cas, moi, je l'avais pas écrite comme ça, mais c'est la navette qui a permis, en tout cas, de pouvoir préciser les choses et puis modifier, parce que voilà, il y a eu un petit débat au Parlement. Le dernier article qui légalise une pratique qui est existante, hein, de dons à des organismes qui peuvent redonner ou revendre, et vous savez que ça concerne des associations, des fondations, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, c'était aussi important à un moment de reconnaître cette pratique, parce que rien là ne sécurisait non plus ce qui se passe lorsque il y a un désherbage, et que vous pouvez en tout cas redonner les ouvrages à des associations qui vont après s'en occuper. Voilà globalement ce que je voulais vous dire sur ce texte, à la fois dans son esprit, dans sa philosophie, mais également dans ses objectifs. Et je le dis aux élus qui sont là, vraiment, c'est voilà, c'est à la fois une loi qui, je dirais, peut-être facilite le travail des élus à la culture. Je dis facilite le travail des élus à la culture parce que, et je terminerai par là, moi j'ai été donc, je vous le disais, longtemps élue à la culture dans une métropole, dans une ville et dans une région, et je sais que c'est toujours extrêmement difficile, et peut-être plus encore aujourd'hui. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, peut-être, de pouvoir convaincre les autres collègues de la nécessité d'une politique culturelle, de la nécessité aussi que la culture soit une politique transversale de l'action publique et non pas une politique à côté, ou voilà, sans qu'il y ait forcément un lien avec la question éducative, la question de la solidarité, de la mobilité, la question écologique aujourd'hui. Vraiment, une politique culturelle, c'est une politique très transversale, et donc quand on est lié à la culture, forcément il faut convaincre ses collègues, il faut absolument, moi je ne les lâchais pas, il faut convaincre que voilà, aujourd'hui dans une société où il y a forcément et on l'a malheureusement encore observé à la faveur d'études par des géographes, des sociologues, de nombreuses fractures territoriales, sociales, culturelles. Eh bien, la culture est vraiment extrêmement important parce que ça participe de l'émancipation, de la liberté, de l'esprit critique, et ça permet en tout cas à une société démocratique de pouvoir, voilà, je trouve, exercer et affirmer un certain nombre de valeurs et de principes auxquels personnellement je suis extrêmement attachée. Donc pour moi, la culture et l'éducation sont les deux piliers d'une démocratie active, éclairée et dynamique. Et la question du livre est au cœur de ces politiques culturelles. Et c'est aussi pour moi, par cette loi, une façon d'exprimer ma gratitude à la fois aux élus qui sont voilà, en charge des politiques publiques à l'échelle de leur territoire, au niveau culturel, mais aussi de tous les professionnels, et singulièrement des professionnels de la lecture publique. Je vous remercie. Alors maintenant, je crois que je suis à votre disposition. J'ai respecté le timing.
je suis à votre disposition pour répondre vraiment à vos questions. Ouais, voilà, elles sont peuvent être de toute nature. Vraiment, n'hésitez pas. Alors, nous avons une question, Madame Robert. Bonjour. Vous avez relevé le fait que nous avons un maillage extrêmement important en Aveyron et à aucun moment je ne vous ai entendu soulever l'existence des bénévoles. Or, nous sommes énormément à faire vivre ces bibliothèques, même si nous ne sommes pas des professionnels diplômés. Je réponds ou on prend... Oui, allez-y, Madame Robert, oui, oui. Voilà. Alors, c'est une question que j'ai souvent, et effectivement, j'ai parlé de l'article 8 qui soulève la qualification des professionnels, et j'aurais pu, dans la loi, caractériser les bénévoles, caractériser les étudiants moniteurs qui sont aussi parfois dans des bibliothèques pour le dimanche, etc. C'était important, mais en même temps, il fallait que je puisse m'appuyer. Alors là aussi, j'aurais pu le mettre de façon dans un article, mais il fallait caractériser la notion de bénévole et voilà, c'était un petit peu plus compliqué que le fait de les mentionner. Et je dis toujours, je sais, puisque voilà, que ce soit dans mon département, dans tous les départements où je vais, ou même à la faveur des rapports que j'ai pu faire, que les bibliothèques reposent sur des professionnels, bien sûr, mais aussi sur des bénévoles ou d'autres personnes, quand je vous le disais, que des étudiants qui sont en contrat. Donc c'est absolument pas pour ne pas les mentionner ou pour ne pas dire que c'est important qu'ils puissent faire fonctionner ces bibliothèques. Et je sais combien c'est très important, que parfois d'ailleurs c'est difficile. Mais je pense aussi que les bénévoles ont besoin d'avoir l'appui de professionnels. Parfois, et lorsque je parle d'extension des horaires d'ouverture, par exemple, d'avoir quelques heures d'un professionnel en appui aux bénévoles, je sais que c'est aussi extrêmement important. Donc voilà, c'était pas du tout une omission, c'était parce qu'il fallait que je caractérise la notion de bénévole et que c'était un petit peu plus compliqué de le faire dans la loi. Oui, bonsoir Madame la Sénatrice. Je suis Christine Prenne, en charge de la culture sur le département de l'Aveyron. Et j'ai beaucoup apprécié votre intervention, bien sûr. C'est vrai que notre rôle, c'est de convaincre nos élus, nos collègues élus. Et j'ai autour de moi quelques collègues qui sont parfaitement convaincus déjà du bienfait de la culture et de la lecture publique, et qui savent combien c'est un élément important pour la vie sociale et pour la vie tout court, hein, d'avoir accès à cette culture sous toutes ses formes. Je vais juste ajouter, pour l'intervention qui vient d'y avoir sur les bénévoles des bibliothèques, dire que je connais des bibliothèques qui travaillent où les bénévoles travaillent fort bien avec les professionnels dans les bibliothèques, et je pense qu'il ne faut jamais en aucun cas opposer ces personnes-là, parce qu'elles sont très très complémentaires, surtout dans nos toutes petites communes où elles ont vraiment un rôle à jouer. Et elles sont là en appui des professionnels et qui, elles, sont là pour les guider. Et je crois que ces personnes ont beaucoup à s'apporter les unes les autres. Voilà ce que je tenais à dire, ça, parce que c'est vraiment du vécu. Voilà. Et je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Merci en tout cas, madame, pour la loi. Merci. Alors, peut-être une question, Madame Robert, Raphaël Yogier, en charge de la médiathèque départementale. Alors moi, j'ai été surpris personnellement que la loi soit adoptée à l'unanimité. Alors, la question que je vais poser derrière, c'est que vous parlez beaucoup à la fois de sécuriser, de protéger, comme s'il y avait une menace qui pesait sur les bibliothèques. Et à la fois, c'est cette loi qui passe
qui passe à l'unanimité. Donc ma question c'était, est-ce que c'est un désintérêt complètement pour la lecture publique et du coup on ne discute pas du sujet, ou alors c'est quelque chose qui est vraiment convaincu et du coup il n'y a pas besoin d'échanger sur l'existence ou le fait de protéger ces lieux-là? D'abord, il y a eu vraiment des échanges au Parlement, hein. Alors, c'est vrai qu'au Sénat, c'est un petit peu différent parce que mes collègues me connaissent, que j'avais vraiment une adhésion totale à mon texte et donc il y a eu peu de débats au sens de débattre sur le bien fondé de la loi. Tout le monde était convaincu que c'était extrêmement important d'avoir enfin, je dirais, une loi sur les bibliothèques. Et je voudrais rajouter que en plus, et ça je vous l'ai pas dit, mais que une de mes collègues, Laure Darcos, a passé au même moment que moi une loi sur l'économie du livre. En fait, à l'origine, pour ne rien vous cacher, nous souhaitions toutes les deux faire une loi sur le livre, à la fois pour montrer que le livre, c'est une filière comme la musique, et que, eh bien, dans cette filière, il y a un certain nombre d'acteurs qui relèvent du secteur marchand, qui relèvent du secteur public, mais que la solidarité de l'ensemble des acteurs est extrêmement importante. Et montrer que entre une librairie et une bibliothèque, il peut y avoir des liens pour plein de raisons, et notamment, par exemple, lorsque on achète des livres, c'est quand même mieux de pouvoir les acheter à la bibliothèque de la commune, s'il y en a une, ou du département, ou dans une ville moyenne. En tout cas, on a travaillé sur la notion de seuil, etc. Mais en tout cas, le fait de dire que le livre, c'est vraiment voilà, c'est une filière et tout le monde doit être solidaire dans cette filière. Et donc, avec Laure Darcos, ma collègue, nous avons passé nos 2 propositions de loi ensemble, c'est-à-dire que il y avait une loi sur l'économie du livre et moi une loi en quelque sorte sur la lecture publique. Et au Sénat, non seulement il y a eu unanimité sur les 2 lois, mais on a bien vu qu'il y avait, quand je disais, un intérêt très fort de mes collègues parce que les bibliothèques sont partout. Quand on parle de maillage territorial, vous en avez dans les grandes villes, dans le périurbain, dans le rural, partout. Et donc, les élus sont extrêmement attachés à leur bibliothèque. Et c'est vraiment parfois d'ailleurs le seul équipement culturel de la commune. Et donc, c'est un véritable lieu de vie. Il joue un lien social extrêmement fort. Enfin, voilà. Donc, cette unanimité était avant tout déjà au Sénat à la fois une confiance, parce que voilà, c'était aussi une confiance dans le texte que j'amenais, qui était soutenu par le gouvernement, donc Roselyne Bachelot, la ministre de l'époque, et puis voilà, c'était aussi l'attachement qu'a le Sénat, cette chambre des collectivités, aux bibliothèques. À l'Assemblée nationale, c'était différent. Moi, j'ai assisté au débat, ça a duré 4 heures, donc vous voyez que voilà, ça a été débattu avec la loi de ma collègue. Il y a eu des débats, mais ce qui a été intéressant, c'est de voir que, comme je disais, ils ont enrichi, ils ont apporté des modifications à la loi. Donc, ça n'était pas du tout un désintérêt, loin de là, à la question des bibliothèques, mais c'était vraiment là aussi, je dirais, une forme de... Et moi, je trouve ça important que les bibliothèques soient une forme de consensus, rassemblent toutes les familles politiques, rassemblent voilà sur des propos qui, à un moment, voilà, font état de l'importance du livre des bibliothèques. Et aussi, on parlait de librairie et on parlait d'ailleurs des plateformes de Amazon, puisque la loi de Laure, ma collègue, était, en tout cas, sur le portage du livre, taxait Amazon. Enfin voilà, il y avait des grands principes et des valeurs derrière, et en tout cas, ils ont été partagés. Et quand je disais sécuriser, protéger, c'est que, à un moment, oui, c'est important de définir dans la loi ce qu'est un équipement public comme une bibliothèque, comme la loi sur les archives a pu le faire pour les archives ou les musées. Et c'était vraiment important, en tout cas, parce que derrière, à partir du moment où c'est inscrit dans le droit, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui ne seront plus possibles. Et comme je vous disais, je suis allée dans les Yvelines la semaine dernière. J'étais effectivement, je peux vous dire que l'évaluation qui est faite de la disparition de la bibliothèque départementale des Yvelines, dans un certain nombre d'endroits,
c'est difficile. Et donc, on voit bien que voilà, les bibliothèques départementales jouent un rôle capital dans les départements aux côtés des petites communes, des petites bibliothèques. Vous avez parlé des bénévoles, des professionnels, de tout ce maillage. Et aujourd'hui, il ne sera plus possible de fermer une bibliothèque. Donc oui, c'est une façon de les protéger. Et ma loi avait en tout cas, un de ses objectifs était celui-là. Je ne sais pas si le chat fonctionne ou pas, parce qu'on n'a aucune question du chat. Ça veut dire que je vous ai tout dit alors, ou alors vous n'avez pas de questions. Voilà, ça peut être vraiment des témoignages aussi. Hein, c'est tout très important pour moi, vous savez, de voir comment vous vous appropriez aussi ce texte, comment les élus, voilà, à un moment aussi le travail et échange avec les professionnels sur le texte, parce que ça repose quand même sur un certain nombre de grands principes qui ne sont pas anodins. Hein. Quand on parle de liberté, de gratuité, de pluralisme, c'est quand même des principes qui sont forts, surtout aujourd'hui dans notre société. Une question dans la salle. Oui, bonjour Madame. Gérard Chastan, je suis culture et patrimoine, Argens-en-Aubrac dans le nord de l'Aveyron. Et je lisais, merci pour cette loi, c'est presque dans la Constitution maintenant. Les bibliothèques aussi doivent élaborer les orientations générales de leur politique documentaire. Et elle est présente devant l'organe délibérant. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision là-dessus? Ah oui, bien sûr. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure dans ma présentation. Effectivement, quand je dis que c'est une loi qui peut permettre qu'il y ait un échange entre les professionnels et les élus, l'élaboration de la politique documentaire est en tout cas vraiment pour le coup je dirais, justifie vraiment cet échange-là et cette, je dirais, cet éclairage du professionnel vis-à-vis de l'élu sur la façon dont on élabore une politique documentaire. Donc, quand je dis dans l'article 7, je retrouvais les bibliothèques effectivement élaborent les orientations générales de leur politique documentaire qu'elles présentent devant l'organe délibérant. C'était pour moi une façon, voilà, d'inciter à cet échange-là et surtout d'inciter aussi l'élu avec le professionnel à présenter lors d'un conseil communautaire ou un conseil départemental eh bien, les grandes orientations de la politique documentaire pour que les élus soient au fait à la fois de cette politique documentaire, mais surtout, je dirais, comprennent comment se construit et s'élabore une politique documentaire par un professionnel. Et ça, je crois que cette notion de transparence, ça gage forcément une forme de confiance et c'est tout de suite beaucoup plus intéressant dans le rapport, en tout cas, et dans le lien entre les élus et les professionnels. Et je mets bien dans le texte, hein, vous l'avez bien vu dans l'article, que la politique documentaire relève clairement de la bibliothèque et donc de son personnel, de sa directrice ou de son directeur, et en aucun cas de l'élu. Et ça, c'est important aussi de clarifier ça. Donc, je vous encourage à le faire et à présenter. Moi, je le faisais à l'époque, c'était pas du tout obligatoire, mais quand j'ai été élue à la culture, j'ai souvent présenté des rapports d'information, notamment pour avoir un débat en conseil municipal ou en conseil métropolitain sur eh bien ce que font les bibliothèques. La politique documentaire, ce qu'est une bibliothèque, le rôle qu'elle joue, etc. Je crois que c'est vraiment important, vraiment important. Et je le dis d'autant plus, et là je vais me permettre de le dire parce que j'ai entendu des choses encore il y a 15 jours dans un débat absolument incroyable, que certains élus ont encore une vision assez restrictive des bibliothèques.
Alors qu'aujourd'hui, les bibliothèques jouent un rôle absolument incroyable et qu'elles développent des services, qu'elles développent des projets, etc., qui sont absolument incroyables. De la formation, en passant par de l'information, des expos, enfin vous savez tout ça comme moi, mais voilà, je trouve que c'est bien de le redire et de montrer que c'est un équipement qui vit et qui se renouvelle, qui se questionne, qui s'adapte à l'évolution de notre société. Et la politique documentaire en est un témoignage et un éclairage très important. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur? Oui. Et je dirais c'est une politique publique. Et quand on sait une politique publique, c'est bien d'être transparent dans la façon dont on construit une politique publique. Alors nous avons une autre question de M. Warel, qui est adjoint à la culture à la ville de Millau. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Merci surtout pour cette loi, ô combien nécessaire. Une loi qui fixe un cadre général et qui donne des grands principes qui me paraissent particulièrement importants. Alors peut-être que la difficulté pour nous élus de terrain, c'est d'arriver à trouver une forme d'équilibre, en fait, au-delà de ces grands principes, puisqu'on a à prendre en considération un certain nombre de problématiques, celle du service public, celle de l'ouverture au public, de l'importance des horaires d'ouverture et avec la pression qui est exercée par les usagers sur ces questions d'ouverture, mais aussi une politique de partenariat aussi avec un certain nombre d'institutions ou de collectifs qui maillent le territoire. La difficulté de prendre aussi en compte nos territorialités, nos problèmes de territorialité avec des questions de mobilité, de topographie, de démographie aussi, en fonction de la population, des âges notamment de population. La question des noms publics aussi. Donc on a, alors nous on a une médiathèque à Millau avec donc plusieurs entrées possibles au-delà du livre, hein, évidemment, l'artothèque, la microfolie, etc. Et aussi des publics qui fréquentent le lieu, mais qui ne sont pas nécessairement des lecteurs ni des emprunteurs, en fait. Bien sûr. Donc voilà, c'est un petit peu ça la problématique, arriver à trouver un équilibre, en fait, pour répondre à la demande du public sur nos territoires. Vous avez raison, monsieur, et je sais la difficulté que ça peut revêtir, parce que vous l'avez dit vous-même, ça va de l'extension d'un service en termes d'ouverture, mais je vais y revenir, à je dirais la diversité même des services à l'intérieur de la bibliothèque. Enfin voilà, la bibliothèque ne peut pas tout, mais elle peut beaucoup. Je dis souvent que ce sont des caméléons. Moi, j'appelle ça la bibliothèque caméléon parce que vous écoutez les besoins de nos concitoyens, vous êtes à l'écoute vraiment de leurs demandes et souvent, c'est absolument incroyable ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est un équipement, je trouve, qui est vraiment en prise directe avec oui, je dirais les besoins de nos concitoyens et en termes de services, forcément, parfois, vous pouvez avoir des demandes un peu compliquées à résoudre, en tout cas, mais déjà, je trouve que voilà, c'est extrêmement enrichissant, extrêmement riche de voir tout ça. Sur la question des horaires d'ouverture, je sais que c'est très compliqué. Je sais que c'est très compliqué parce que derrière, je sais que forcément, s'il y a des demandes... Alors, le rapport que j'avais commis en 2015, je crois, en 2016, je ne sais plus, qui au départ, en fait, portait sur la question du dimanche, parce que la ministre à l'époque voulait que je fasse un rapport sur l'ouverture des bibliothèques le dimanche. Je me suis en tout cas aperçue que parfois dans des territoires, c'est pas obligatoirement le dimanche et que ça sert à rien d'ouvrir le dimanche. Parfois, c'est plutôt le samedi, le midi, le soir. Tout dépend
des territoires. Mais moi, ce que je dis tout le temps, et je réponds d'une certaine façon à votre réponse, et je ne suis pas bretonne pour rien, parce que je suis pour la différenciation territoriale, et je sais que les territoires fonctionnent à des rythmes différents, qu'en fonction de chaque territoire, eu égard, vous l'avez dit, aux mobilités, à l'évolution des mobilités de nos concitoyens, à leur façon de vivre, à leurs nouvelles pratiques de vie, etc. Là, je le vois dans un département comme le mien. Je fais une petite parenthèse. J'avais des élus la semaine dernière qui me disaient, Sylvie, qui sont des maires du littoral, de la Côte d'Émeraude. Vous savez que je suis dans un magnifique département où il y a donc la Côte d'Émeraude, vous connaissez Saint-Malo, Dinard, enfin toutes ces... Et aujourd'hui, il y a beaucoup à la fois de Rennais, mais aussi de Parisiens qui arrivent sur la côte dans leur résidence secondaire dès le jeudi soir pour faire du télétravail, pour voilà. En fait, il y a après le confinement, il y a des modifications, et avec le télétravail, il y a des évolutions de mode de vie, des pratiques un peu différentes, et du coup, les maires se retrouvent à, comme vous le disiez très justement, et avec les professionnels, à être face à des services, des demandes de services nouveaux de la part de des habitants qui viennent parfois pour 3-4 jours dans leur commune, qui repartent à Paris, le dimensionnement des bibliothèques, la question des collections devient un vrai sujet. Donc, je dis toujours, il faut vraiment être à l'écoute des territoires. Aucun ne fonctionne de la même façon. Et si j'ai réussi à avoir un peu on va dire, dans la DGD, de crédit de fonctionnement pour aider les communes à ouvrir un peu plus, quelques heures parfois, c'était aussi pour cette raison-là. Et je fais beaucoup confiance, en tout cas, aux conseillères livre et lecture des DRAC, parce que les DRAC, les services déconcentrés du ministère de la Culture, jouent un rôle extrêmement important. En tout cas, dans ma région, elle est extrêmement active. Elle conseille les élus. Là, on regarde un peu les ratios bibliothèques pour voir dans certains territoires s'ils sont vraiment bien adaptés. Vraiment, rapprochez-vous de la DRAC, en tout cas, si vous avez des souhaits d'ouvrir un peu plus, parce que là aussi, il y a des possibilités, il y a des crédits, et je sais qu'on est dans une période, et là, j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais je sais qu'on est dans une période budgétaire compliqué pour les collectivités territoriales. Je sais que la question énergétique pèse beaucoup, voilà, j'ai encore vu dans une commune, un maire a décidé de fermer sa bibliothèque 3 jours par semaine, ce qui est terrible pour des questions énergétiques et puis de budget, ce que je comprends tout à fait, et vraiment. Donc voilà, on est dans une période un peu compliqué, mais ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, cette multiplicité de services, cette diversité, on va dire, d'adaptation aux mobilités et à la spécificité des territoires, c'est ça aussi que je trouve extrêmement intéressant, en tout cas, à travailler pour les bibliothèques. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, si tant est que d'ailleurs il y avait une question, mais en tout cas, voilà, c'est une réaction à votre témoignage. Merci à vous, Madame Robert. Excusez-moi, le temps tourne. On va devoir enchaîner avec une autre intervention. Alors, il y a des remerciements qui viennent du chat, donc je vous les relais. Donc, des remerciements pour cette loi qui permet d'instaurer un cadre de dialogue avec les élus. Et également le fait d'affirmer les bibliothèques comme lieu de vie, lieu social, etc. Donc, c'est beaucoup apprécié. Ça permet de faire évoluer aussi des pratiques en bibliothèque vers d'autres usages. Bah, écoutez, merci beaucoup. Alors, merci à vous d'être intervenu. Merci à vous de m'avoir invité surtout, et j'espère que j'ai pu voilà, répondre à vos questions, interrogations, et en tout cas, emparez-vous de ce texte et faites en sorte que voilà, il continue de vivre sa vie de texte, de loi. C'est une première étape, et je terminerai par vous dire que je continue à travailler. Je vais vraisemblablement plus travailler sur la question rurale dans les mois qui viennent et sur la question de l'outre-mer, parce que je vois aussi là qu'il y a quelques difficultés pour nos amis ultramarins. Voilà. Merci à toutes et à tous en tout cas de m'avoir invité. Merci à vous.
Monsieur Dujol, je vous laisse vous avancer sur la scène. Alors, Monsieur Dujol travaille à la direction de lecture publique dans une communauté de communes, une agglomération Valence-Romand, dans la Drôme. Il est également formateur et maître de conférences à l'université des Alpes, Grenoble-Alpes. Grenoble, c'est ça. Voilà. Et donc, on lui laisse la parole pour vous parler de la bibliothèque d'aujourd'hui et de tous les enjeux. Merci Raphaël, merci pour votre invitation. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet très important des bibliothèques et de comment on peut penser la bibliothèque aujourd'hui. Je salue aussi tous ceux qui nous regardent à distance. Ils sont nombreux aussi. De préalable, je vais beaucoup parler donc de ceux, et beaucoup de choses ont déjà été évoquées par Sylvie Robert précédemment, de ne pas avoir un prisme déformant. Je ne vais pas beaucoup parler de collections, d'animation dans les bibliothèques, de toutes les actions classiques, et je mets ça avec des guillemets, puisque elles sont acquises et il ne s'agit en aucun cas de remettre en question ces éléments-là. Mais mon propos va être sur des éléments plus nouveaux, et il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Hein. Bien évidemment que tout ce que font les bibliothèques aujourd'hui est au centre encore de la problématique, sans aucun problème. Par ailleurs, et ça fait écho à la question que vous aviez posée, lorsque je vais parler de bibliothécaire, pour moi c'est un terme générique, hein, c'est tous ceux qui œuvrent dans la bibliothèque, que cela soit professionnel ou bénévole. Hein, on est bien d'accord, on est la valeur ajoutée humaine de la bibliothèque, et pour moi, bibliothécaire est un terme générique, hein, pour qu'on soit bien d'accord sur ce principe. Alors, la question qui m'a été posée était celle-ci, quels sont les atouts d'une bibliothèque aujourd'hui ? Moi, j'aime poser cette question-là, qui paraît complètement saugrenue, mais quand même, quand j'interviens régulièrement, je pose cette question à des collègues bibliothécaires, et je m'aperçois que souvent, on a des difficultés à répondre à cette question, qui est essentielle, en fait. Pourquoi on met de l'argent public sur les bibliothèques ? Pourquoi il y a un effort collectif pour les bibliothèques? Il y a une raison, hein, et cela, c'est une vraie question, et qui me semble être le point de départ essentiel pour pouvoir bien penser la bibliothèque telle qu'elle doit être, ou que nous espérions qu'elle soit dans les années à venir. Je vais m'appuyer sur mon intervention sur un texte que je ne vais pas vous lire in extenso, mais qui est très important, et qui est, à mon avis, le premier résultat de la loi bibliothèque de Sylvie Robert. C'est un texte qui s'appelle « Les 10 atouts politiques des bibliothèques », qui a été produit par la Fédération nationale des collectivités pour la culture. Ce sont donc des élus de la culture qui ont produit ce texte et qui ont indiqué les 10 atouts politiques des bibliothèques. Et je vais m'appuyer sur certains items de ce texte pour déployer un petit peu les points sur lesquels aujourd'hui on réfléchit beaucoup sur les bibliothèques et quel type de service ou quel rôle elles doivent jouer aujourd'hui sur nos territoires. Juste dans le préambule, il est indiqué, c'est pas anodin, la bibliothèque est au cœur d'un ensemble d'enjeux qui dépassent largement le strict cadre de la lecture publique. Ça a déjà été évoqué par Sylvie Robert précédemment, et en fait, mon propos va être complètement sur cette ligne-là. Ce qui est annoncé, et ça a été dit, et il me semble absolument fondamental d'avoir cela en tête, c'est pour moi la boussole. Tout notre travail est dirigé dans ce sens. La bibliothèque est l'expression de notre démocratie. Alors c'est des grands principes, mais c'est absolument fondamental. Et d'ailleurs, 2 items du texte le rappellent. La bibliothèque est l'expression même de notre démocratie, en mettant à disposition à chacun des moyens de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Et puis, un peu plus loin, on nous indique que la bibliothèque est le lieu du débat politique, de la réflexion et de la confrontation des idées, et qui est le moteur de la participation du citoyen. C'est absolument fondamental, ce qui est dit là. Je vais vous parler d'un texte
qui est très important, qui est la Charte des bibliothèques, un texte de 1991. Le Conseil supérieur des bibliothèques n'existe plus aujourd'hui, mais il avait été créé à la fin des années 80, début 90, lorsque la France s'est dotée d'un plan médiathèque. Beaucoup de médiathèques ont été construites ou rénovées ou requalifiées à ce moment-là. Et ce Conseil supérieur des bibliothèques était là pour accompagner les décideurs dans leur réflexion. Ce qui est indiqué, et c'est absolument fondamental, nous avons une constitution qui affirme des droits fondamentaux, dont un est le libre accès à l'information, au savoir et au loisir. On a étendu cette notion. C'est un droit absolument fondamental. On considère que dans une démocratie, un citoyen doit avoir librement accès à l'information et au savoir. C'est un fondement absolu. Le seul problème, c'est que on sait bien, donc c'est un principe qui a été énoncé très tôt, dès la Constitution de 46, ce principe était énoncé, il était énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, et puis d'autres textes le reprendront derrière. On a vite considéré que ce droit, pour qu'il soit effectif, il peut ne pas toujours s'exercer pour des raisons économiques et sociales. Je ne peux pas m'acheter les livres que je souhaiterais lire, je ne peux pas m'abonner à tous les journaux que j'aimerais pouvoir lire, ou je ne peux pas avoir accès à telle ou telle ressource. Donc très très vite, on a considéré que si nous souhaitions que chaque citoyen puisse avoir accès librement à l'information et au savoir, il faut qu'il y ait un service public de proximité pour que chaque citoyen puisse y accéder librement. Et ça, ce sont les bibliothèques. 16 000 bibliothèques dans notre territoire, on l'a évoqué tout à l'heure. En moyenne, 95% des Français ont à 20 minutes de chez eux une bibliothèque. Une bibliothèque est totalement libre d'accès. Cherchez bien, sur un territoire, il n'y a pas de lieu comme ça. Vous pouvez rentrer dans une bibliothèque, vous asseoir, piquer un roupillon, repartir. On ne vous demande rien. Rien du tout. Et ça, vous pouvez chercher, il n'y en a pas deux. Il n'y a que les bibliothèques. Et on ne vient pas conditionner l'accès à la bibliothèque. Je suis de la Drôme, mais je peux tout à fait aller à la bibliothèque de Rodez demain et aller lire le journal et repartir. On ne va strictement rien me demander. C'est absolument un fondement de notre démocratie et c'est un droit constitutionnel absolu, le libre accès à l'information et au savoir. Les bibliothèques, si on met de l'argent public, c'est pour garantir ce droit fondamental du citoyen. C'est d'abord pour cela que nous sommes là. Je n'ai pas encore parlé du livre. Le livre est un moyen d'accéder au savoir, mais une bibliothèque, c'est garantir ce droit fondamental de chaque citoyen. Donc quand on attaque, entre guillemets, la bibliothèque, ou dès qu'on interroge les moyens qu'on voudrait mettre dans une bibliothèque, eh bien, on interroge quand même l'exercice de ce droit fondamental de chaque citoyen. Donc c'est absolument essentiel de garder ça en tête, et je trouve que c'est la noblesse de notre métier. Nous sommes garants de ce droit fondamental de chaque habitant de notre territoire. Et ça, il ne faut absolument pas l'oublier. Nous sommes véritablement l'expression de la République et de la démocratie. Et c'est ce qu'affirme la charte des bibliothèques. Plus loin, on nous indique que la bibliothèque est un service public nécessaire à l'exercice de la démocratie, car elle permet l'indépendance intellectuelle de chaque individu. On dit que le rôle de la bibliothèque est d'être insurgente. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est là pour provoquer la révolution, pas du tout, mais qu'elle permet à chaque citoyen d'avoir un esprit critique, de pouvoir dire « je ne suis pas d'accord ». Et on voit bien que dès qu'on est dans des pays ou des territoires, Sylvie Robert l'a évoqué, qui veulent un peu serrer la vis, très vite les bibliothèques sont attaquées parce qu'on ne veut pas, justement, ce libre accès à toutes les informations et permettre aux citoyens de pouvoir dire « je ne suis pas d'accord ». La bibliothèque, c'est l'alternative possible. C'est absolument fondamental d'avoir cela en tête dès le départ. Et un autre grand texte des bibliothèques, aujourd'hui en France, on a 3 grands textes. On a donc la loi bibliothèque, qui est un texte très réussi, on l'a évoqué. Nous avons la fameuse charte des bibliothèques et nous avons le manifeste public pour les bibliothèques publiques de l'UNESCO, qui est un texte qui date de 49, Déclaration universelle des droits de l'homme 48, le manifeste de l'UNESCO 49. Il y a un lien très puissant entre ces deux textes-là. Eh bien, texte qui a été revu en 2022 et qui énonce les grands principes dont la loi Robert s'en est inspirée, réaffirme cette notion
que la bibliothèque permet d'exercer leur droit démocratique, et c'est un élément absolument fondamental à avoir en tête. Donc il me semble que pour commencer, il faut absolument se rappeler cela. Quand on travaille dans une bibliothèque, nous sommes garants d'un droit fondamental du citoyen, des habitants de notre territoire. C'est absolument fondamental d'avoir cela en tête. Deuxième point, si on veut que chaque citoyen puisse exercer son droit et utiliser la bibliothèque pour exercer ce droit, de s'informer, d'accès au savoir ou de se divertir, évidemment, il faut que la bibliothèque elle soit inclusive et qu'elle soit l'expression du pluralisme, évoqué aussi dans la loi bibliothèque. Et aujourd'hui, la question de l'inclusion et de la diversité des publics et du pluralisme est au cœur des réflexions aujourd'hui des bibliothèques. Tout projet de bibliothèque aujourd'hui se pose cette question de la diversité des publics et du pluralisme. Et elle est fondamentale, puisque si nous voulons que chaque citoyen y trouve son compte, il y a une nécessité d'être dans le pluralisme. Si je reprends le texte de la FNCC, on nous rappelle que la spécificité de la bibliothèque est de n'en avoir pas. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller dans une bibliothèque, il n'y a pas une spécificité particulière à avoir. C'est la question de la neutralité de la bibliothèque. Elle nous accueille comme nous sommes, et c'est pas anodin. Quand on rentre dans une bibliothèque, que je sois chômeur, patron, salarié, quelqu'un qui souffre d'une maladie ou qui a des difficultés, on s'en contrefiche. Ça ne définit pas l'usager de la bibliothèque. Il n'y a pas de spécificité. C'est un atout absolument fondamental. Et de fait, la bibliothèque est un lieu de la bienvenue et qui déjoue les stéréotypes, mais qui surtout, la bibliothèque, et c'est le dernier point et c'est fondamental, est un seul outil culturel qui garantit l'autonomie des personnes et qui respecte leurs droits culturels. Alors ce terme de droit culturel, on le retrouve dans la loi bibliothèque. L'article 1 affirme par leur action de médiation, les bibliothèques garantissent les droits culturels des citoyens. Les droits culturels, c'est une notion nouvelle. Elle a été introduite dans la loi NOTRe de 2015. L'article 103 indique que les collectivités territoriales et l'État doivent garantir l'exercice des droits culturels de chaque citoyen. Et nous, on découvre un tout petit peu, donc ça a été un peu une découverte, les droits culturels en 2015, et en fait, c'est une notion qui est fondamentale. Ce n'est pas le droit d'accès à la culture. Les droits culturels affirment des principes extrêmement importants, que je vais essayer de vous décrire, c'est une notion un peu complexe. Les droits culturels, c'est l'égale dignité de toutes les cultures. Il n'y a pas à porter un jugement. Quelqu'un qui veut lire un livre de la collection Harlequin, on est bien d'accord, ce n'est pas des ouvrages qui d'une qualité absolue, on est bien d'accord, mais la personne qui veut lire ce livre, sa demande est totalement digne, en égalité qu'avec quelqu'un qui voudrait lire un précis de philosophie fait par un prix Nobel. C'est absolument fondamental. L'égale dignité de toutes les cultures ne veut pas dire l'égale qualité des cultures, c'est pas du tout ce qui est dit. Il est indiqué que chaque citoyen décide ce qui fait culture pour lui. Et si quelqu'un dit « moi je participe au financement de la bibliothèque », pourquoi je n'aurais pas droit à cet ouvrage? Pourquoi? On va lui dire parce que c'est pas de la bonne qualité, mais c'est une manière de lui dire alors tu es quelqu'un qui n'est pas de qualité. En fait, la question du pluralisme et la question de la diversité des publics, c'est donc être centré sur l'idée que chaque individu a le droit d'avoir accès à ce qui fait ses références culturelles. Et la difficulté, c'est que quelquefois, et c'est humain, on porte un peu un jugement sur tel ou tel type d'ouvrage ou sur tel ou tel type de collection. Mais quand on rappelle que la bibliothèque, elle doit permettre l'exercice de chaque citoyen d'avoir accès à ce qui fait pour lui sa référence culturelle, ça réinterroge l'offre de la bibliothèque. Et quand la loi bibliothèque nous dit, par leur action de médiation, les bibliothèques garantissent l'exercice des droits culturels des citoyens, c'est de ça qui nous est demandé, c'est de nous interroger si nous respectons bien les droits culturels de chaque citoyen, ou est-ce que la bibliothèque est-elle représentative de son territoire? Le mot représentation est indiqué dans la loi bibliothèque, ou est-ce qu'elle représente qu'un bout
du territoire. Sylvie Robert a été gentille, mais elle a même annoncé quelquefois qu'il y avait une forme d'entre-soi culturel dans les bibliothèques, parce qu'on avait peut-être un peu oublié cette notion des droits culturels, l'égale dignité de toutes les cultures, et ce sont les personnes qui choisissent ce qui fait culture pour elles. Et quand tout d'un coup, quelqu'un qui ne se sent pas représenté dans une bibliothèque, eh bien, comment voulez-vous qu'il se trouve ce lieu légitime, ou comment il peut se sentir légitime au sein de cet espace-là? Ça, c'est une des questions fondamentales que pose la loi bibliothèque aujourd'hui. On est tous d'accord sur garantir l'accès au savoir au plus grand nombre, mais la question qui nous est posée, c'est est-ce que nous sommes bien dans l'exercice des droits culturels de chaque citoyen? C'est complexe comme question, mais aujourd'hui, je vais essayer de vous démontrer à travers des exemples, de plus en plus de bibliothèques essaient d'être dans cet élément-là. Je vous montre là un exemple, c'est le Zoo. Le Zoo, c'est une bibliothèque qui est entre Thiers et Clermont-Ferrand. C'est une bibliothèque qui a une particularité, c'est une des toutes premières bibliothèques en France qui a été conçue avec les habitants du territoire. On a demandé aux habitants, voilà, il y a une bibliothèque, qu'est-ce que vous aimeriez trouver comme service, comme espace, comme type de collection? C'est-à-dire qu'on a eu le souci quand même de se poser si la bibliothèque allait faire sens pour tous les habitants qui contribuent au financement de cette bibliothèque. Et ça a donné lieu à une bibliothèque, donc il y a celle de Zoo, et à l'intérieur de cela, très vite, ils ont dit, mais après tout, l'habitant de notre territoire, il est une ressource. Et cette ressource peut être mobilisable à la bibliothèque, et ils ont lancé ce dispositif qui s'appelle la médiathèque dont vous êtes le héros, dans lequel ils ont dit, bah, écoutez, nous, bibliothécaires, on fait des propositions d'ateliers, une programmation culturelle, d'actions, mais peut-être que vous, habitants, vous avez des idées sur lesquelles nous on ne pense pas, eh bien on va recevoir vos idées et on va vous permettre d'organiser ces ateliers. Et les habitants proposent des ateliers et ça donne, ce que vous avez là c'est le mur des héros, c'est-à-dire que vous avez ici des habitants de Le Zoo eh bien, qui se sont positionnés sur des sujets. Vous avez Thomas qui dit « moi, je vais apprendre à d'autres personnes à faire de l'origami ». Vous avez, je crois, Guy, qui est un passionné des diplômes militaires et qui, lui, dit « je vais vous apprendre des choses autour des diplômes militaires ». C'est-à-dire que tout d'un coup, là, on a une bibliothèque avec le travail des bibliothécaires qui est toujours là, rien n'est remis en question, ils font toujours des acquisitions, leurs animations, il n'y a rien qui est remis en question, mais il y a quand même l'idée qu'on donne un espace à l'habitant et on lui dit, mais la bibliothèque, elle est aussi un espace qui vous appartient, soyez aussi acteurs de cette vie de la bibliothèque et soyez porteurs de contenu, puisque quand les habitants proposent des contenus, en fait, ils sont un peu plus en face avec les habitants de ce territoire. Et les murs vous avez ici là, le mur des héros, il existe physiquement dans la bibliothèque, ils sont volontaires, les gens, bien évidemment, et quand on rentre dans une bibliothèque, on a des livres, on a des DVD, des CD, des ordinateurs connectés, des ateliers, et on a les habitants qui sont là et qui disent très clairement qu'ils sont aussi une ressource activable. On peut, je veux savoir des origamis, je peux emprunter des livres qui m'entraînent à faire des origamis, mais je pourrais, en poussant un peu le raisonnement, emprunter Thomas, puisqu'il est d'accord, il faut qu'il m'explique ce que sont l'origami. Et là, tout d'un coup, on voit bien qu'on est dans une démarche qui est beaucoup plus inclusive et qui n'empêche en rien de continuer à faire ce que nous faisons dans une bibliothèque. Je vous montre cet autre dispositif qui sont les rendez-vous à la cabane que nous avons mis en place dans la médiathèque de Valence, qui est exactement le même principe. Nous proposons aux habitants de notre territoire de venir faire une proposition d'atelier, et c'est oui par défaut. C'est oui par défaut. Puisque les droits culturels ne demandent pas qu'on vienne juger. La seule limite que nous avons dans une charte, on a dit pas de prosélytisme idéologique, politique, religieux, parce que le service public il est neutre. On ne vient pas ici fourguer son produit ou quoi que ce soit. La bibliothèque est un espace non marchand, donc il y a des garde-fous. Mais dès que ça rentre dans le cadre hormis ce que là, c'est oui par défaut. Et si on dit non, c'est qu'on ne peut pas, parce qu'objectivement, on ne peut pas organiser cette animation. Et ça donne, voilà, vous avez des exemples d'animations qui sont portées par les habitants. Ça ne veut pas dire que nous, à côté, on continue. C'est-à-dire que quand il y a 2 ateliers par mois proposés par les habitants, il y en a 7 proposés par les bibliothécaires. Donc vous voyez qu'on ne perd pas grand-chose dans cette idée-là. Mais l'idée, c'est comment une bibliothèque est plus inclusive
est plus représentative de la population qu'elle a. C'est-à-dire que la programmation, il y a celle que nous défendons, et nous avons parfaitement le droit de la défendre, il y a aussi ceux que les habitants ont envie de défendre, aussi, au sein de la bibliothèque. Deux exemples très simples pour vous démontrer que la bibliothèque, si elle veut qu'elle soit garante d'un exercice fondamental du citoyen, elle se doit d'être inclusive et donc d'être pluraliste, c'est d'être à la représentation des publics et des habitants qu'elle a. C'est fondamental. Et je reprenais tout à l'heure l'exemple qui est très caricatural de la collection Harlequin, mais elle n'est pas si anodine que cela, cette question. Et souvent, les bibliothèques se sont posées ces questions-là, en se disant, mais est-ce que c'est le lieu où la bibliothèque doit accueillir tel ou tel ouvrage ou telle collection? Vous avez vu que finalement, on s'aperçoit que si la bibliothèque renvoie quelque chose qui fait écho aux habitants, à ce qu'ils sont, eh bien, la bibliothèque devient un lieu que l'on fréquente. On parlait qu'il n'y a pas que des lecteurs dans les bibliothèques, on l'a bien vu, mais que ça devient un lieu aussi de l'espace du vivre ensemble. Et c'est absolument fondamental. Aujourd'hui, plus une bibliothèque se réfléchit autour des droits culturels, plus elle devient le lieu du vivre ensemble, fondamentalement. Quelqu'un qui ne se sent pas reconnu dans un lieu, pourquoi viendrait-il dans ce lieu? La connaissance, ce que je ne connais pas, commence par la reconnaissance. Si je ne suis pas reconnu, les gens ne feront pas un pas de plus pour aller vers quelque chose qu'ils ne connaîtraient pas, puisque le métier du bibliothécaire, c'est le lieu du possible. C'est-à-dire qu'on entend ce que vous aimez, mais il y a d'autres choses. Et là, notre travail, c'est la médiation, et c'est de dire, il y a aussi cela. Mais les droits culturels nous disent, c'est bien la personne qui choisira, au final, ce qui sera bien ou pas bien pour elle, quoi qu'il en soit. Mais la bibliothèque, un espace du vivre ensemble, c'est la suite logique. Juste vous rappeler quand même, et on a ici de nouveau les textes de la FNCC, par des règles d'usage des plus simples et souples, la bibliothèque est par excellence le lieu de la bienvenue, lieu d'une expérimentation collective. La bibliothèque est l'espace des rencontres possibles. Il ne faut jamais oublier qu'une bibliothèque, par définition, c'est le lieu du vivre ensemble. Quelquefois, on a des gens qui veulent le dernier Musso. Normal. On leur dit, mais le dernier Musso, il est réservé 2 fois, il faudra l'avoir, vous l'aurez dans 8 semaines. Et les gens disent, oh là, c'est pas possible, moi je suis abonné à la bibliothèque, c'est pour que j'attende 8 semaines les livres, vous comprenez, c'est pas... Et oui, mais c'est ça qu'il faut rappeler. La bibliothèque, si on veut le Musso tout de suite, on va à Cultura. Vous l'achetez, vous l'avez tout de suite. La bibliothèque, c'est un bien commun. C'est un espace partagé. C'est chacun son tour. Vous ne l'achetez pas, le Musso, mais il est à nous tous. Donc, c'est chacun son tour. Donc, c'est bien le lieu du vivre ensemble. C'est bien le lieu d'une règle qui est celui du lieu d'une règle de vie partagée. La bibliothèque est un espace physique partagé. Des fois, il y a un peu de bruit parce qu'il y a une animation jeunesse. Bah oui, mais des fois, il n'y en a pas. C'est un espace partagé. Par définition, la bibliothèque, elle se définit comme un bien commun et comme un lieu où on apprend à être ensemble, où on apprend à partager quelque chose. Le livre, je l'ai dans 4 semaines, c'est chacun son tour. Et puis, je le ramènerai, moi aussi, au bout de 4 semaines, pour qu'un autre puisse en profiter. Et on voit bien que cette règle de venir à la bibliothèque et utiliser la bibliothèque, c'est apprendre le vivre ensemble, par définition. Donc quand des personnes ne se sentent pas forcément légitimes dans une bibliothèque, mais en fait on les intègre pas dans cette idée du vivre ensemble. Donc c'est absolument fondamental d'être soucieux de la question de la représentation de ce que va proposer une bibliothèque par rapport à son territoire, parce qu'elle est le moteur d'un lien social et de règles du vivre ensemble. Avant d'être collection, une bibliothèque est faite de gens. Il faut avoir la plus belle bibliothèque avec les plus beaux espaces, avec les plus belles collections. Elle n'est pas fréquentée, ça ne vaut rien. La bibliothèque est une valeur ajoutée humaine. Humaine parce qu'il y a des bibliothécaires qui sont à leur disposition et parce qu'il y a aussi des gens qui viennent partager ces lieux et qui peuvent partager aussi des savoirs qu'ils ont avec eux. Vous voyez, ça c'est une bibliothèque qui est à l'Estaminet. Vous me dites si je dépasse le timing. Je vérifie. Ouais, je comprends. Ok, ça marche. L'Estaminet, c'est à côté de Lens. Ok. Quand on rentre dans cette bibliothèque, j'ai fait cette photo parce que c'est flagrant. On dit bienvenue chez vous. C'est anecdotique et en même temps,
c'est assez puissant ce qui est dit là. Bienvenue chez vous, c'est l'affirmation que la bibliothèque, elle n'est pas à nous, bibliothécaires. Elle est à vous. La bibliothèque, c'est un bien qui vous appartient. Donc, elle se doit d'être représentative de sa population. 2, ils sont bienvenus chez eux. C'est-à-dire qu'on indique que la bibliothèque, elle est bienveillante. Et que, ici, c'est un espace qui vous appartient, partagé, avec des règles. Et donc, c'est un lieu de possible. Ce n'est pas forcément un lieu d'interdit. Je vais vous dire pourquoi je vous dis interdit, vous allez comprendre tout de suite derrière. Juste une petite remarque. L'estaminet, c'est un lieu... L'estaminet, pour aller très très vite, le territoire de Lens, c'était les mines, et dans lesquelles il y avait toute une sociabilité extrêmement importante auprès des communautés des mineurs. Ils se retrouvaient notamment dans des bars, le soir dans les bistrots, et c'était là où il y avait une sorte de lien social qui se faisait. C'est-à-dire que le café, c'était plus qu'un débit de boisson, c'était là où on se rencontrait, on s'engueulait, on partageait, on signait les actes notariés, on refaisait le monde, on prenait conscience qu'on était dans une communauté, parce qu'on se confrontait à l'autre, il y avait une altérité dans ces lieux. Bien. Mais c'était vrai dans tous les territoires. Et puis quand les mines ont fermé, eh bien tous ces lieux de sociabilité, qu'on appelle des troisièmes lieux aujourd'hui, c'est-à-dire des lieux dans lesquels les gens prenaient conscience qu'ils appartenaient à un collectif, ont disparu. Eh bien c'est des territoires qui se sont retrouvés dans une très grande misère de sociabilité. Le lien social ne s'exprimait plus à travers des lieux. Eh bien, sur ces territoires-là, ils ont compris que la bibliothèque, parce qu'elle avait ça en elle, était le lieu qui pouvait peut-être retisser ce lien social. Et le nom qu'on a donné à cette bibliothèque, c'est Estaminet. L'Estaminet, c'était le nom que l'on donnait à ces fameux cafés dans ce territoire. Quand on donne ce nom à une bibliothèque, les habitants comprennent ce qu'il y a là derrière. L'Estaminet, ça réveille la mémoire collective du lieu social où on partageait des endroits. C'est pas anodin, parce que peut-être que si on avait appelé cette bibliothèque la bibliothèque Albert Camus, que j'adore, c'est pas tout à fait la même chose. On voit bien que quelquefois, dans la manière dont on va donner le nom d'une bibliothèque, peut évoquer des choses pour des gens qui ne la fréquentent pas, qui ne sont pas de l'ordre du lien social, du vivre ensemble et de la légitimité que j'ai dans ce lieu-là. Parce que quelqu'un qui ne lit pas et qui ne vient pas dans une bibliothèque, la bibliothèque qui s'appelle Albert Camus, elle renvoie quelque chose qui confirme qu'il n'est peut-être pas au bon endroit, alors que c'est tout à fait l'inverse. La bibliothèque est parfaitement le lieu qui est pour elle. Vous voyez ça, c'est un panneau que j'ai pris en photo à la BPI. BPI, c'est la grande bibliothèque qui est au centre Beaubourg. Donc c'est une grande bibliothèque. On entre, on nous dit bienvenue, tiens, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis on m'indique, nous sommes ravis de vous accueillir, tout va bien. Et pour le bien-être de tous, ne pas. Bien. Ce n'est pas le vivre ensemble, ne pas. On ne vit pas ensemble quand on commence à me dire non. On vit ensemble quand on commence à me dire on est ensemble, et ce qui est important, c'est pas ne pas, mais c'est une autre bibliothèque parisienne de dire tu veux t'installer tranquillement, il n'y a aucun souci, et tu ne déplaces pas le mobilier. Voilà, c'est un bien qui est partagé. Tu veux pouvoir faire la sieste, pas de problème, mais pas sous la moquette, parce qu'ils avaient des gens qui... voilà. Tu veux pouvoir être comme à la maison, aucun souci, mais tu gardes les chaussures. Ça, c'est les règles du vivre ensemble. C'est prendre conscience qu'on est quelqu'un avec les autres. Alors que quand on est là-dessus, on ne m'indique rien du tout. On me dit juste que je dois me plier au code du lieu. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec la culture. J'ai envie d'aller dans la bibliothèque. Et quand on commence à me dire, tu ne parles pas, tu ne dépasses pas les chaises, tu ne bois pas, tu ne manges pas, tu ne vis pas. Et donc, on voit bien qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions de la part de nos collègues, hein, on est bien d'accord. Mais il faut quand même être très attentif à cela. Si on veut que la bibliothèque soit inclusive, qu'elle soit le lieu du vivre ensemble, l'espace partagé, il faut rappeler les règles, évidemment, du vivre ensemble. Mais c'est d'abord dire que la bibliothèque, c'est un lieu positif, c'est un lieu de possible. Et je vais vous rappeler qu'il y a des acteurs autour de nous qui l'ont parfaitement compris. Qui ont parfaitement compris que les gens aimaient aller dans des endroits dans lesquels on les recevait comme ils étaient. McDonald's vous dit, venez comme vous êtes. Quand je vais dans une bibliothèque et on commence à me dire non ou ne pas, je ne suis donc pas reconnu comme je suis. Quand vous avez Burger King qui dit, quand vous serez chez nous, ça sera à votre manière,
Ou quand vous avez Starbucks qui vous dit en français, pour inspirer et nourrir l'esprit humain, une personne, une coupe de café et plein de gens autour de moi, c'est pas possible qu'on laisse ces espaces-là à ces espaces marchands. McDonald's, son ambition n'est pas de vivre ensemble. McDonald's, c'est de faire de nous des consommateurs. C'est de pas d'être dans les droits culturels. Et pourtant, il y a des gens qui ont le sentiment que ces espaces-là respectent plus leurs droits culturels que les nôtres. C'est inacceptable. On ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Des fois, il est plus simple d'avoir du Wi-Fi au McDo que dans une bibliothèque. Ce n'est pas possible. Parce que derrière le message qui est porté, c'est des éléments où on fait croire, et la preuve, McDonald's vient de lancer l'heure du conte. On va pouvoir aller écouter des histoires dans un McDonald's, on va même offrir un livre, Hachette qui offre le livre, et donc des familles vont pouvoir se dire, mais finalement c'est génial McDo. Sauf que l'histoire, il faut d'abord manger une grande frite. Hein. N'oublions pas que lorsqu'on commence à oublier ce pourquoi nous sommes là, et lorsque l'on parle peut-être un peu trop de la collection, et pas suffisamment de ce que nous sommes, un lieu du vivre ensemble, eh bien les gens se tournent vers des acteurs qui les transforment en des consommateurs individualistes. Il y a des enjeux absolument fondamentaux aujourd'hui. Un projet de bibliothèque, c'est un projet qui est au service de ses habitants, et c'est un projet dans lequel je prends conscience de l'altérité, je prends conscience de l'autre, tout simplement. Et croyez-moi que quand les acteurs du privé, tels que je vous l'ai décrit ici, s'emparent de ça, c'est qu'il y a un besoin. Sauf que écouter une histoire à la bibliothèque, c'est totalement gratuit, dans tous les sens du terme. On n'est pas du tout là pour dire aux gens, parce que là on va lire que des histoires de Hachette, moi j'ai rien contre Hachette, mais après tout il y a aussi des éditeurs locaux qui sont super intéressants. Et on voit bien que derrière ces éléments-là qui sont joués, il y a des questions extrêmement importantes. Des bibliothèques ont décidé de proposer à des familles de fêter l'anniversaire de l'enfant à la bibliothèque. C'est le cas chez nous. Donc des bibliothèques, pas toutes les bibliothèques, et on dit, pourquoi il n'y aurait que Flunch qui proposerait qu'on fête son anniversaire? Et pourquoi pas la bibliothèque? Parce que c'est pas anodin, un enfant qui vient fêter un événement qui est important pour lui, un anniversaire avec ses amis, il le fête à la bibliothèque. Comment ça se passe chez nous? C'est très simple. On accueille l'enfant et il faut que l'enfant soit là, bien évidemment, et le papa ou la maman, ou les deux, évidemment. Et on dit, voilà, pendant 2 heures, on peut te proposer, on propose un programme, c'est toute l'animation jeunesse que nous faisons. On peut te raconter une histoire, on peut faire un atelier loisirs créatifs, on peut faire un jeu de société, on peut regarder un film d'animation si tu en as envie. On énumère tout ce que nous savons faire dans une bibliothèque. Et il choisit, il invite ses amis, un nombre limité selon les mètres carrés que l'on a, et puis pendant 2 heures, on fête l'anniversaire de cet enfant à la bibliothèque. C'est pas anodin d'être présent quand il y a un moment important dans la vie d'un enfant ou dans la vie d'une famille. C'est pas anodin. Je vois pas pourquoi il y aurait que... Vous allez croire que j'ai une dent contre McDo et Flunch, hein, mais que contre McDo, que là-dessus, très bien, enfin moi je ne prive pas. Sauf que nous, on l'a proposé, et on a des familles qui nous ont dit, ben moi c'est la première fois. C'est la première fois que je pouvais faire un anniversaire hors à la maison, parce qu'on ne pouvait pas. Et puis on touche des enfants, parce que les petits copains du garçon ou de la petite fille ne viennent peut-être pas à la bibliothèque. Et puis des parents rappellent, disent, mais vous faites des anniversaires à la bibliothèque. Je ne savais pas du tout qu'une bibliothèque proposait ce genre d'animation. Fêter son anniversaire à la bibliothèque, ce n'est rien d'autre que l'animation jeunesse. Hein. On ne fait rien de plus. On raconte des histoires, on fait un atelier loisirs créatifs, on fait un jeu de société, il n'y a rien de nouveau. Mais c'est que tout d'un coup, on se présente comme un lieu dans lequel on peut vivre quelque chose à la bibliothèque, et puis on fête des anniversaires au milieu des bouquins. Hein. Il y a des bouquins tout autour, et ce n'est pas du tout anodin. Là, c'est Graveline hein, qui propose cet élément-là. C'est comment une bibliothèque, au final, essaie de démontrer à ses habitants qu'elle est plus qu'un lieu de collection qui dépasse la lecture publique. C'est le lieu dans lequel on noue des liens et qu'on est avec le vivre ensemble. J'en ai presque terminé. Je suis encore dans le timing ? Ah oui, oui. Ah, très bien, super. Vous dire aussi que
ça, c'est un dispositif qui a été mis en place. Sylvie Robert parlait du prêt d'objet, ce qui est très important aujourd'hui. On parle des grainothèques aussi dans les bibliothèques, de plus en plus. Troc de presse, c'est assez intéressant. C'était Toulouse qui avait lancé ce projet. Dans un territoire, dans un village, une ville, on est tous abonnés à des revues, à des journaux, etc. Et puis quand on a fini de lire ce journal ou ce magazine, il va à la poubelle. C'est quand même fou quand on y repense. Parce que ce journal ou ce magazine, peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre sur ce territoire qui aimerait le lire. Pourquoi le jeter? Peut-être qu'on pourrait, justement, c'est inspiré de l'économie solidaire et sociale, de dire, mais au lieu de tous acheter le journal, on pourrait juste être dans ce qu'on appelle une économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire se dire, après tout, on pourrait se le passer. Bien. Eh bien, une bibliothèque Toulouse s'est dit, mais pourquoi ne pas être ce lieu, sur le territoire? On est le lieu dans lequel vous avez lu des journaux et des magazines, au lieu de les jeter, amenez-les à la bibliothèque et on les mettra à la disposition de celui qui va en prendre un autre. On met une règle, parce que si vous dites pas de règle, vous allez avoir quelqu'un qui va se rappliquer avec sa collection de géo de ces 20 dernières années, et donc c'est pas l'objectif, on est bien d'accord. Il s'agit de mettre une règle en disant ce n'est pas, on n'acceptera que les revues qui ont 3 mois, je dis n'importe quoi, pour aller plus vite. Mais là encore une fois, c'est comment la bibliothèque est un dispositif sur un territoire qui nous permet de prendre conscience qu'on est dans une communauté et que l'on partage des biens, des espaces et des services. Et quelquefois, ça permet à des personnes de passer par la bibliothèque parce qu'ils ont vent de cette activité-là et que tout d'un coup, ils sont dans des lieux qui, a priori, ne pensaient qu'ils n'étaient pas pour eux. Les grainothèques, c'est la même chose. Lorsqu'une bibliothèque propose des graines à prêter, à emprunter, c'est pareil. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des bibliothécaires qui doivent mener la grainothèque. On a peut-être sur un territoire des acteurs associatifs qui sont autour des jardins citoyens et qui défendent la semence paysanne et dire que le vivant peut être aussi transmis par des graines fertiles, etc. Mais la bibliothèque peut être le lieu dans lesquels les graines sont accessibles. Elle peut se positionner sur un territoire comme étant participante de la vie de son territoire. Car souvent, Bertrand Calanche est un bibliothécaire qui a beaucoup travaillé sur la politique documentaire et qui n'est malheureusement plus là, disait « Les bibliothèques, malheureusement, pensent un peu trop souvent que le territoire tourne autour d'elles. » Et c'est vrai. La bibliothèque, elle doit... Quand on parle de la bibliothèque participative, on veut que les gens viennent chez nous participer. Mais la bibliothèque, elle doit participer à la vie de son territoire. Et quand elle se propose d'être le lieu de la grainothèque, elle participe à la vie de son territoire. Quand la bibliothèque, tout d'un coup, va proposer un troc de presse, ou quand elle va, vous savez, les boîtes à livres, il y en a beaucoup, et on voit que beaucoup de boîtes à livres sont des boîtes à dépôt avec des livres qui prennent l'eau, et ça marche pas beaucoup. Et parce que la valeur ajoutée de la boîte à livres, c'est la communauté, les gens qui sont autour. C'est pas parce qu'on met une boîte et des livres dedans que, hop, ça marche. En fait, des fois, la bibliothèque, elle est bien plus utile à une boîte à livres en amenant elle-même des livres qu'elle juge intéressants que de faire une boîte et attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe. Nous, on a mis en place le pilon voyageur, qui est en fait le désherbage. Et on est allé voir les boîtes à livres qu'il y avait sur notre territoire. On a dit quelles sont les règles des livres qu'on met à l'intérieur. Et puis on a respecté les règles. Et quand on pilonne, ceux qui rentrent dans le cadre des boîtes à livres, on va les mettre dans les boîtes à livres. On ne cherche pas à ce que ça nous fasse des abonnés. On ne cherche pas à ce que ça fasse des utilisateurs de la bibliothèque. On veut juste démontrer qu'on est aussi acteur de notre territoire. Et je pense qu'une bibliothèque participante à son territoire, c'est un levier à la bibliothèque participative, c'est-à-dire une bibliothèque qui tout d'un coup est reconnue comme un acteur fondamental de son territoire. Alors, pourquoi l'argent public finance les bibliothèques publiques? Vous l'aurez compris, je ne vous ai pas parlé de livres, de rayons et de collections. Tout cela sont des moyens. Il faut bien l'intégrer. Le prêt est un moyen, ce n'est pas une mission. On ne donne pas la mission comme bibliothèque. Je vous renvoie aux 12 missions du manifeste de l'UNESCO. À aucun moment il y a le mot livre dans les missions et à aucun moment il y a le mot prêt. Pourquoi? Parce que ce sont des moyens. Ils sont fondamentaux. Mais permettre à chaque citoyen d'avoir accès à l'information, le livre est un moyen d'y accéder et le prêt est un moyen d'y accéder.
Mais la mission de la bibliothèque, elle est bien plus large que le simple prêt de livres ou le prêt d'objets. D'ailleurs, je n'ai pas évoqué la musique, mais aujourd'hui, la musique, 69% des Français écoutent de la musique dématérialisée, c'est-à-dire plus du tout de CD ou de vinyle, ça existe encore, il n'y a pas de souci. Et on sait que le CD sera à la fin de l'année 2030, enfin, à l'articulation, pardon, excusez-moi, de la fin de 2020-2030, sera niche. Bon, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ça, on peut être attaché au CD ou au vinyle, mais quand 70% des Français vous disent « moi maintenant je ne veux plus écouter de la musique sur un support », la preuve, c'est quand vous achetez une voiture, vous n'avez plus de lecteur CD dans votre voiture. Croyez-moi que si Renault ne met plus de lecteur CD, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, très clairement. Si on dit que notre mission, c'est de prêter des CD, ça veut dire qu'on ne se soucie plus de donner accès à la musique à la population. On voit bien que ce n'est pas la mission, le prêt. Le prêt, c'est un moyen, quand il y a des CD et des vinyles, et c'est un super moyen. Mais quand le support se dématérialise, il faut se poser la question, c'est comment je continue à accomplir ma mission de donner accès au plus grand nombre au savoir, à l'information et au divertissement, quand la société bouge. Parce que si on ne bouge pas avec la société, on va pouvoir poser peut-être la question, mais pourquoi mettre de l'argent public dans les bibliothèques, puisqu'elles deviennent de plus en plus décalées sur ces questions-là. Je le dis, et je rappelle, les bibliothèques ont un triple rôle aujourd'hui. Elles ont un rôle culturel et informationnel. On le connaît, les élus le savent parfaitement. On a un rôle social et citoyen qui est absolument fondamental, je viens de le rappeler. Le simple fait de fréquenter une bibliothèque aussi et d'accepter ses règles, c'est rentrer dans une logique de l'espace partagé et donc d'être dans le vivre ensemble, et c'est absolument fondamental. Mais elle a aussi un rôle sociétal, c'est-à-dire qu'elle impacte aussi la société et son territoire. Et on prononce de plus en plus ce terme de rôle sociétal des bibliothèques. Je vous donne un exemple, c'est-à-dire qu'une bibliothèque, par exemple, contribue, j'en aurais terminé avec cela, on ne mesure pas suffisamment, chaque année, 90% d'une génération réussit son bac. On contribue à ça. On ne le dit jamais. La bibliothèque, elle contribue à une génération à avoir son bac. Parce qu'ils utilisent juste des fois la table et les chaises. Parce que c'est un endroit au calme, parce qu'à la maison, il y a du bruit, je ne peux pas travailler. Parce qu'il y a les ouvrages qui m'intéressent. Parce qu'il y a du Wi-Fi, parce qu'il y a un ordinateur, parce que je peux faire des choses là. On contribue à la réussite scolaire et des étudiants d'un territoire. De la même manière qu'une bibliothèque, elle contribue à l'impact économique de son territoire. Quand vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez pas de bureau, vous voulez avoir un espace dans lequel vous pouvez travailler, ou vous voulez faire une reconversion professionnelle, vous voulez avoir des outils de votre reconversion professionnelle. Mais la bibliothèque, elle contribue largement à ces éléments-là. La bibliothèque a un rôle sociétal absolument majeur, qui dépasse le rôle social et culturel, c'est qu'elle permet à un territoire de progresser. Quand une bibliothèque s'ouvre sur un territoire, c'est impossible pour les habitants et tous les acteurs de ces éléments, de ce territoire. Rappelez, c'est la piqûre de rappel qui est douloureuse. En France, nous avons en moyenne 15% de la population qui est inscrite dans une bibliothèque. C'est les chiffres du ministère de la Culture. Ils sont renouvelés tous les 2 ans. Là, on n'a pas les derniers chiffres parce que le Covid est venu bouger, mais il y a un décret qui est sorti en juillet dernier qui nous annonce 9% d'inscrits, mais le Covid est passé par là, donc on met des réserves. Mais 15% d'inscrits dans une bibliothèque, c'est-à-dire que 15%, c'est une moyenne, on est d'accord. Il y a des endroits où on est à 25 et puis à d'autres où on est à moins. C'est pas, il faut prendre ça comme une... Mais il ne faut jamais oublier que ce que disait encore une fois Calange, on a le sentiment que tout le monde vient nous voir. Mais ce n'est pas du tout le cas. On a 20% à moyenne de fréquentants. Ça veut dire qu'on a 70% d'une population qui n'utilise pas les bibliothèques. Il ne faut pas l'oublier. C'est fondamental. Et la loi bibliothèque, et c'est en cela où c'est une loi fondamentale, elle vient aussi nous rappeler cela. Elle dit, n'oubliez pas que l'effort collectif doit profiter au plus grand nombre. Et quand on a 15% d'inscrits en moyenne sur notre territoire, alors qu'on a un des plus gros réseaux de bibliothèques au sein de l'Union européenne, plus de 16 000 bibliothèques, c'est absolument avec d'une très grande qualité, avec des pays qui ont des taux d'inscrits plus élevés que nous. Je ne veux pas vous saper le moral, parce qu'après on va... Mais il y a une enquête de l'Union européenne qui a été portée en 2013
sur la fréquentation des bibliothèques, la France était 3e en partant de la fin. Voilà, on est un des pays où les publics utilisent le moins leur bibliothèque. Non pas parce qu'on travaille mal, hein, puisqu'il y a eu une enquête, le ministère de la Culture a voulu savoir de quoi il s'agissait. Pas du tout. 90% de la population savent que nous existons. Ils sont même très fiers que nous sommes là. Ils sont heureux quand les élus décident de rénover ou de construire une bibliothèque. Ils sont convaincus, ils ont une image de nous très positive. On aurait pu penser qu'ils sont décalés, mais en fait, il y a une question fondamentale, c'est est-ce que vous pensez que la bibliothèque est utile? Et ils disent elle est utile pour la communauté. Mais on leur demande mais pour vous, à titre personnel, vous, est-ce qu'elle est utile pour vous? Et là, ils sont les non-usagers, hein, ont répondu 1% dit elle est utile pour moi. Et la clé est ici. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que la bibliothèque n'est pas utile pour eux, alors qu'elle est utile pour le collectif. Et c'est là la clé de mon intervention. C'est quand on parle de pluralisme, de droit culturel, du vivre ensemble. Il faut avoir ce discours auprès des populations pour leur dire que la bibliothèque, c'est ce lieu, avant d'être un lieu de collection. La collection, elle est fondamentale. Mais une fois qu'on a dit la bibliothèque, il y a des livres, mais quelqu'un qui ne lit pas, en quoi il perçoit que la bibliothèque peut être utile pour lui? Et donc on voit bien que, et c'est peut-être le décalage que nous avons eu avec d'autres pays européens, qui eux ont très vite compris qu'il fallait démontrer en quoi la bibliothèque est utile pour sa communauté. Et nous, on l'a beaucoup défendu, mais c'est notre histoire. La bibliothèque, le lieu d'une culture, enfin des cultures, pardon, est le lieu de la collection. Mais la collection, c'est un moyen. Et donc, la réaffirmation que la bibliothèque, elle est l'expression démocratique du pluralisme, d'un droit fondamental d'accéder à l'information et au savoir, c'est réaffirmer, grosso modo, la valeur ajoutée humaine d'une bibliothèque, mais cette valeur ajoutée humaine, elle est portée par nous, les bibliothécaires, mais elle est surtout portée par une population qui s'empare de sa bibliothèque. Voilà, merci. Merci, Monsieur Dujol. Nous avons le temps pour quelques questions. Je peux développer des notions... Ah, très bien. Voilà, je voudrais vous poser la question sur la gratuité. Oui. Parce que la gratuité d'accès, c'est une chose, mais la gratuité des prêts, comment on peut gérer ça? Alors la question de la gratuité, c'est une... Alors aujourd'hui, il y a un vrai débat en France sur la question de la gratuité. Il faut savoir que la gratuité, donc il y a deux choses. La gratuité de l'accès, Sylvie Robert l'a rappelé, qui est absolument fondamentale, puisque si l'on veut, puisque l'accès à l'information et au savoir est un droit inscrit dans la Constitution, donc fondamental, on ne peut empêcher qui que ce soit d'avoir accès à l'information. Donc, les bibliothèques sont librement accessibles. C'est absolument fondamental. C'est pour ça que l'histoire du territoire qui a voulu faire payer 30 € l'accès à la bibliothèque, juste l'accès, hein, si on n'était pas de la commune, ça n'a pas pu tenir, en fait. Hein. C'est parce qu'en fait, on empêchait un droit fondamental d'un citoyen d'accéder. On ne conditionne pas l'accès à la bibliothèque d'être à la commune. OK. Par contre, l'abonnement, c'est-à-dire de disposer d'un service, là, on n'est pas du tout dans la gratuité, enfin, pas du tout. On y est de plus en plus, mais la loi bibliothèque, notamment, a eu dans les discussions, notamment, qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, notamment, oui, à l'Assemblée nationale, a été évoqué d'indiquer la gratuité du prêt. Et puis en fait, l'article 72 de la Constitution indique la libre administration des collectivités territoriales, c'est-à-dire que c'est les collectivités territoriales qui doivent choisir leur politique publique, et donc on n'a pas pu l'inscrire dans la loi, c'était anticonstitutionnel. Mais je veux montrer, mais dans le texte de la FNCC que je vous dis, eux, ils vont plus loin. Dans le texte, ils parlent de la gratuité du prêt. C'est-à-dire qu'ils parlent de l'abonnement gratuit. Donc aujourd'hui, c'est un choix de politique publique, donc c'est à chaque tutelle de faire son choix et il n'y a pas à discuter le choix de la gratuité, sauf que l'on sait qu'aujourd'hui, c'est quasiment
Dans toute l'Europe du Nord, pratiquement toutes les bibliothèques sont gratuites aujourd'hui. C'est la norme en Amérique du Nord. Toutes les bibliothèques nord-américaines, canadiennes et états-uniennes sont absolument gratuites. Ça a toujours été ainsi. Et la France est un des pays où il y a encore un abonnement, enfin une présence de l'abonnement qui est présent, même si ça progresse énormément. Ce que l'on sait, c'est que la gratuité est un levier, ça c'est sûr. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un effet levier où des familles viennent s'inscrire à la bibliothèque parce que tout d'un coup, on est là-dessus. Ça ne veut pas forcément dire que derrière, hein, il faut toujours se méfier de l'effet, d'un effet waouh, comme on dit, c'est-à-dire que ça monte beaucoup et puis ça se restabilise. Mais quand ça se stabilise, c'est toujours plus haut de là où on était précédemment. La gratuité est un choix de politique publique. Et donc, il faut le rappeler, une bibliothèque est un dispositif de politique publique, c'est un outil qu'a à disposition les élus, qu'ils activent plus ou moins selon les choix qu'ils font et selon les programmes sur lesquels ils ont été élus, hein, il ne faut pas l'oublier quand même. Et du coup, nous sommes tributaires, là c'est le professionnel qui parle, nous sommes tributaires des choix des politiques publiques. Donc si une tutelle considère, et de manière tout à fait légitime, que l'abonnement doit être payant, ben, l'abonnement sera payant. Mais il n'y a pas eu de possibilité de rendre gratuit l'abonnement des bibliothèques parce que ça allait à l'encontre de l'article 72 de la Constitution sur la libre administration des collectivités territoriales. Alors toujours dans le domaine de la gratuité, on a des réactions sur le chat par rapport à la proposition et l'exemple que vous avez donné de Gravelines concernant l'animation privée payante. Alors, non. Alors, à Gravelines, elle était sur l'affiche, elle était payante puisque en fait, ils fournissaient le gâteau et tout ce qui va avec. Bon, nous dans notre réseau, donc c'est leur choix. Nous dans notre réseau, c'est gratuit, mais on demande à la famille qu'elle amène le gâteau. Voilà. Et c'est important parce que pour nous, c'est c'est un terme québécois qui s'appelle l'encapacitation, c'est un terme un peu barbare, on l'appelle empowerment aussi. C'est-à-dire que c'est extrêmement important de réactiver, et on le perd un peu, je trouve, dans la population, l'histoire du consentement à l'impôt, c'est-à-dire de dire que l'argent public, c'est pas je mets une pièce et j'ai quelque chose. C'est plus complexe que ça. Hein, beaucoup de gens disent, mais moi je paye des impôts, donc je suis en droit d'avoir ceci. Bon, je vous disais, pour le livre là derrière. Quand on propose l'anniversaire à la bibliothèque, c'est un temps convivial proposé à la bibliothèque, il est gratuit, mais on dit aux familles, votre effort, c'est d'amener un gâteau. Ce qui est minime, mais qui est symbolique. Et ça marche toujours très très bien, il n'y a pas de souci. Et nous, on a voulu ne pas le rendre payant, parce que, comme on était très critique sur des acteurs privés qui font payer les anniversaires, on se disait, on ne peut pas être social. Et puis surtout, je vais être tout à fait honnête, on a fait ça dans des bibliothèques qui sont situées dans des quartiers avec des grandes difficultés économiques et sociales. Donc pour nous, c'était fondamental qu'il n'y ait pas le frein économique et social derrière. Mais pour nous, c'était absolument fondamental. Mais des bibliothèques ont opté pour le service payant que nous, on ne souhaitait pas. Alors, on va devoir conclure. Hein, Bien sûr. On doit respecter les horaires. Alors, on avait une question pratico-pratique, Lionel. Est-ce que vous pourriez nous mettre à disposition votre PowerPoint et qu'on puisse le diffuser Absolument, puisque, évidemment, et il est sous une licence libre de droit, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc, nous pourrons le mettre à disposition gratuitement. Exactement. Comme les gâteaux. On vous remercie. Et on va laisser la parole à Madame Prenne pour conclure la manifestation. Merci bien. Si, ça fonctionne? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Eh bien, il ne me reste plus qu'à conclure cette belle après-midi bibliothèque organisée par le département et via notre médiathèque départementale. Et je remercie toute l'équipe qui est là autour de nous.
et l'équipe de Claude Romagnac, qui est aussi par là, enfin tout le service culture, était mobilisé cet après-midi pour nous donner cette très belle conférence. Merci à Madame la sénatrice Sylvie Robert et merci Monsieur Dujol, qui vous nous avez ouvert des perspectives pour nos bibliothèques et merci pour le PowerPoint dont je pense que tout le monde fera très très bon usage. Ces deux interventions nous encouragent à travailler ensemble pour répondre à ces enjeux à partir de nos domaines de compétences respectifs et des moyens dont nous disposons. Elle confirme la nécessité de consolider et de moderniser ce réseau culturel essentiel que constituent les 175 bibliothèques aveyronnaises et notamment en s'appuyant sur le renforcement du partenariat que nous avons avec l'État, donc la DRAC, le département bien sûr, et les collectivités locales autour de cette compétence partagée. Et donc, c'est dans ce contexte que nous souhaitons définir en concertation avec tous les acteurs concernés, donc avec vous aussi, un nouveau schéma de développement de la lecture publique. Comme l'a indiqué le président Arnaud Viala tout à l'heure lors de son introduction, nous voulons définir avec vous un plan d'action, une feuille de route pour les prochaines années, en poursuivant les efforts que nous avons entrepris ensemble dans le précédent premier plan départemental qui est arrivé à son terme en 2021. C'est-à-dire donc soutenir les dynamiques de mise en réseau des bibliothèques qui sont engagées déjà dans plusieurs intercommunalités, dont 13 sur 19, faire évoluer les services habituels en lien avec les évolutions des attentes à l'égard des bibliothèques et des pratiques culturelles, notamment le numérique, favoriser la modernisation des services proposés par l'informatisation des bibliothèques, le catalogue en ligne, gestion informatique, développer la professionnalisation des bibliothécaires salariés et des bénévoles par la formation, accompagner les bibliothèques dans leur rôle d'animateur social et culturel de proximité, et notamment en développant des actions culturelles itinérantes. L'objectif est de déterminer à partir des réalités locales de nos territoires, qui sont tellement différentes et disparates, des actions concrètes qui contribueront au renforcement et à la modernisation des services proposés par les bibliothèques aveyronnaises, en phase avec les attentes et les pratiques d'aujourd'hui et de demain. Pour notre département, il s'agit aussi d'affiner la matière de vous accompagner, de vous soutenir dans la mise en œuvre de ce service public auprès de la population dont nous avons vu, grâce aux deux interventions, et notamment celle de M. Dujol, combien elle est importante et combien elle embrasse de domaines différents et combien elle peut être moteur justement pour le mieux vivre ensemble. Donc nous avons besoin de vous pour mener à bien ces projets. Et nous souhaitons donc une concertation la plus large possible, orientée vers une perspective d'innovation autour de la thématique des nouveaux usages en bibliothèque, dont nous venons d'avoir quelques exemples ici. À noter que nous avons fait le choix de confier le pilotage de la démarche à la direction de la culture, des arts et des musées, et plus spécialement donc à l'équipe de la médiathèque départementale, en s'appuyant sur les ressources et les compétences internes des services du département, qui, je vous le confirme, sont excellentes, puisqu'on a des équipes, je dirais, qui embrassent donc toutes les esthétiques dont on peut rêver pour l'art, les musées, tout quoi. Ils sont là à votre disposition en plus. Et comme l'a dit le président tout à l'heure, il faut que ce soit très transversal. Il faut se priver de rien. Donc, afin de favoriser la participation du plus grand nombre, la médiathèque départementale organise 4 journées d'ateliers en mars 2023 dans différentes communes de l'Aveyron. Alors, je vous les donne. 8 à Montbazin, 20 à Espalion, 23 à Saint-Afrique et 30 à Flavin. Vous trouverez donc en mars, 8 à Montbazin, le 20 à Espalion, vous avez compris, hein, le 23 à Saint-Afrique et le 30 à Flavin. Vous retrouverez donc toutes les informations sur le site et je vous invite aussi à vous inscrire à l'une de ces journées. Nous serons ravis de vous accueillir sur les 4, si vous le souhaitez bien sûr. Vous pouvez aller à tout. Donc le 8 à Montbazin, le 20 à Espalion, le 23 à Saint-Afrique et le 30 à Flavin.
Et donc, des actions complémentaires seront envisagées en fonction des besoins. Ne vous privez pas, demandez, sollicitez, on est là pour vous. Et merci donc pour votre présence, votre implication et votre sérieux, votre dynamisme et tout. Merci.